Mercredi 10 août 2022, amis sportifs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est la nuit du sport. Le Cameroun devient-il de plus en plus un pays habitué à la fuite de ses athlètes lors des compétitions internationales? Comme en 2018 en Australie, les Jeux du Commonwealth qui se sont déroulés cette année à Birmingham en Angleterre ont été marqués non pas par de grosses performances sportives, mais plutôt par la fuite d'une partie des athlètes. Qu'est-ce qui peut expliquer la multiplication justement de ces défections de nos athlètes lors des compétitions à l'international? La question est au menu de la pause actu ce soir, ainsi que des Jeux islamiques qui se déroulent en ce moment du côté de la Turquie, malgré l'arrivée tardive de la Team Cameroun. Dans la seconde partie de cette émission, on va s'intéresser aux différentes annonces faites en fin de semaine dernière par la Fédération camerounaise de football à Yaoundé lors d'une rencontre avec les présidents des clubs de football d'élite. 48 millions de francs CFA à chaque club de foot professionnel la saison prochaine, 100 millions de francs CFA pour le champion, séminaire de formation à l'intention des responsables administratifs des clubs, trophée des champions, maintien du championnat en 2 sous-poules, dont le coup d'envoi est d'ailleurs prévu le 15 octobre prochain, en passant par la cérémonie du Ballon d'Or. Voilà quelques mesures prises par la Fédération camerounaise de football. Question simple, ces mesures peuvent-elles sauver le football professionnel dans notre pays? Que pensent les clubs de ces dispositions qui, on le rappelle, interviennent au lendemain des conditions de participation exigées par la Fédération camerounaise de football? À ce sujet, vous écoutez justement la position de Dynamo Football Club de Douala. Sa présidente Audrey Yetna Chiko était en conférence de presse aujourd'hui même à Douala. Vous allez suivre un extrait. Nos invités en plateau et au téléphone ce soir, Martin Bielay-Tanga, entraîneur de football. Ça faisait un petit moment, on ne l'avait pas vu. Coach, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lydie, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Vous allez bien? Ça va. D'accord. Fernand Nenkam, journaliste, ancien membre de la Fédération camerounaise de football, est avec nous en plateau également. Bonsoir Fernand. Bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à mes co-panélistes. C'est un plaisir pour moi de me retrouver en plateau STV. Et puis je voudrais en profiter pour te souhaiter joyeux anniversaire. Parce merci. Que semblerait-il que c'était hier. C'était hier, effectivement. Ok. Bon, joyeux anniversaire. et que j'ai oublié de le souhaiter. Joyeux anniversaire. Le docteur Ferdinand Ngo est avec nous ce soir. Bonsoir, Doc. Bienvenue. Bonsoir, Lydie. Bonsoir, Fernand. Bonsoir, Billet. C'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau. Je dis déjà joyeux anniversaire à Keda. J'espère que, comme c'était hier, il y a un reste de gâteau et qu'on va se 24 heures plus délecter. Oui, le gâteau. Il ne se fait jamais tard. Il n'est jamais trop tard. Bonjour. Mes salutations à tous les téléspectateurs qui vont suivre cette émission. On va avoir au téléphone tout à l'heure d'autres invités aussi. Alain Fabien, qui est consultant sportif basé du côté de la France. On aura également Charles Tokplé, c'est un ancien footballeur international togolais, aujourd'hui manager de football du côté de la France, qui sont partagés justement avec nous leur expérience à ce qui concerne justement le foot professionnel. On va donc rentrer tout de suite dans la première partie de cette émission consacrée à la pause actu avec l'olympisme. Tout d'abord, les Jeux islamiques qui se déroulent en ce moment du côté de Konya, c'est en Turquie. 2 médailles de bronze pour le Cameroun enregistré le 9 août, donc hier, à ce jeu de la solidarité islamique. Vous allez voir en image Linda Angounou, qui a eu une médaille de bronze aux 400 mètres haies. Voilà, Linda. Il y a également Nora Monet-Hatim. Voilà, on lançait des disques d'âme de ce côté-là. Il faut également préciser qu'un peu plus tôt, c'est Sarah Anfou qui avait décroché la toute première médaille de la Team Cameroun lors de ces Jeux. Il s'agit de la médaille de bronze dans la discipline de tennis de table. Également, rappelé en ce qui concerne justement l'actu de ces Jeux islamiques,
En football, le Cameroun était sur le terrain aujourd'hui après avoir été battu forfait lors du premier match, puisque le Cameroun n'était pas encore arrivé. Les Lions se sont inclinés, les Lions U23 se sont inclinés aujourd'hui face à la Turquie, 2-3, et ça fait 2 défaites pour le Cameroun, avec 2 défaites pour le Cameroun après avoir été battu donc sur tapis vert. On rappelle qu'en football, le Cameroun est logé dans le groupe A avec l'Algérie, le Sénégal et la Turquie. Il reste désormais donc ce match à disputer contre le Sénégal. Autre information également, c'était en volleyball. La sélection nationale senior dames s'est imposée le 9 août face à l'Afghanistan sur le score de 3-7 à 0 lors de sa première sortie. Malheureusement, chez les seniors, les hommes se sont inclinés et également face au Maroc 2-7 contre 3. Il faut quand même souligner, Fernand Nenkam, que la Team Cameroun, la délégation camerounaise, est arrivée du côté de la Turquie en retard. Comment est-ce que vous avez justement analysé cette actualité? Bon, disons qu'à première vue, je pense pour ma part qu'il s'agit d'un problème de professionnalisme parce que, quelles que soient les raisons qu'on peut évoquer, les jeux ne sont pas annoncés la veille, c'est-à-dire que vous avez au minimum 2 ans pour préparer les compétitions, ce genre de compétition. Et si nous arrivons en retard, il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer cela. Ça peut être un problème de disponibilité des fonds, ça peut être un problème d'ordre protocolaire, à savoir qu'on n'a pas eu les visas suffisamment tôt. Ça peut être un problème de logistique, bon, les avions aussi. Bon, tout ça mêlé, on peut se justifier d'une manière ou d'une autre. Toujours est-il dit que lorsque j'ai appris que l'Algérie était l'équipe qu'on avait en face, immédiatement, ça a réveillé certains mauvais esprits, notamment notre passé avec en Coupe d'Afrique des Nations, de Coupe du Monde. Alors j'ai dit, est-ce que nous avons évité de rencontrer l'Algérie dans ces conditions? J'ai dit, bon, c'est pas ça la raison. La raison est donc tout on autre. aurait fait exprès. La raison est tout autre. Bon, maintenant, je ne sais pas comment les jeux sont organisés à ce niveau parce que généralement, une absence n'est pas forcément un forfait. Parce que le forfait est constaté par une commission d'homologation et de discipline, alors que sur le terrain, quand une équipe n'est pas là, c'est une absence qui est constatée par les officiels du match. Et les officiels du match produisent leur rapport. Il revient maintenant à l'équipe de se justifier. Et si les raisons tiennent, la commission d'homologation et de discipline peut faire rejouer le match. Pendant les compétitions de cette nature, je ne sais pas si ces dispositions existent. Attendons de voir si jamais le Cameroun peut se justifier, profiter de la largesse de la commission d'homologation et de discipline de la compétition. Docteur Ferdinand. Oui, à la suite de Fernand, je suis un peu surpris, choqué quand même, parce que les Jeux sont annoncés 2 ans avant. Vous imaginez, les athlètes entrent en stage et les procédures pour les voyages ne sont pas à jour. Donc, il y a lieu de se demander vraiment là où ça a coincé. Et c'est difficile quand on n'est pas dans la maison de savoir exactement ce qui a fait coincer. Le problème n'est pas de savoir si c'est forfait, il sera déclaré forfait ou pas. Le problème est de savoir que on a quand même une tendance à la dernière minute. Et là, la dernière minute, on a tiré sur la corde. Et là sur ce coup, la corde s'est cassée. Et puis, c'est totalement regrettable pour l'ensemble du pays. Ce n'est pas simplement pour les sportifs qui vont aller à la compétition. C'est toute la fierté nationale qui en a pris un coup par rapport à cette arrivée tardive. On sait quand même qu'avant cela, peut-être une réaction rapide avant le coach Billet Tanga. On sait quand même, Fernand Nenkam, avant les Jeux islamiques, il y a eu les Jeux du Commonwealth. Donc le Cameroun était également engagé sur ce fond-là. On va en parler tout à l'heure de la fugue des athlètes. Est-ce que aussi le fait justement que ces compétitions se suivent, cela pourrait expliquer le retard du départ
cette équipe pour la Turquie? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il s'agit simplement d'une question de responsabilisation. Il faut organiser la tâche, il faut affecter des responsabilités. Et je vais vous prendre un cas qui est arrivé au football. Figurez-vous, en 1990, au Mondial en Italie, à quelques minutes du début du match, le Cameroun n'avait pas son fanion. Je l'ai réceptionné alors que ce n'est pas moi qui avait passé la commande. Je l'ai réceptionné par un trou de grillage et je suis allé le remettre au vestiaire aux Lions Indomptables. 10 ans après, nous sommes en Afrique du Sud. C'est dans un quartier de Douala, à Akwa, non loin de Bernabé, que je me rends compte qu'à 16 h, à la veille du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud, le Cameroun n'avait pas son fanion. Et c'est là où on appelait quelqu'un le fournisseur à Yaoundé et on le menaçait dans la rue. Et j'estime que c'est un problème d'irresponsabilité. Nous ne sommes pas suffisamment professionnels. Donc, je dis, je ne sais pas la raison pour laquelle nous sommes arrivés en retard. Ça, je vais certainement le savoir d'ici peut-être demain. Mais je dis, si on s'était pris suffisamment tôt, on ne serait pas à ce stade. Quelquefois, c'est un problème on dit qu'on n'a pas dégagé les fonds à temps. Est-ce que c'est un problème financier? Je ne sais pas. Un problème de trésorerie? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un problème de visa? Ça également, c'est possible. Parce qu'on a eu un cas, je crois, il y a eu une compétition, notamment dernièrement quand les filles sont aujourd'hui jouer en France, il y a eu un problème de visa. Et ça, c'est un problème récurrent. Mais quand on sait qu'on a souvent des problèmes de visa, il faut se lever tôt. On dit qu'il veut aller loin, ménage sa monture et se lève tôt. Donc, nous n'avons sans doute pas ménagé notre monture. Nous ne sommes pas levés tôt pour aller vers les représentants diplomatiques, obtenir ce visa. Et je pense qu'il n'est pas exclu que ce soit beaucoup plus un problème d'ordre protocolaire. Martin Bilé-Tanga, comment est-ce que justement ça se gère? On disait tantôt, c'est le docteur qui est relevé tantôt, les athlètes qui se préparent pour une compétition et qui n'arrivent pas sur le site à temps. En tant que technicien, justement, comment est-ce que vous réussissez, malgré tout, à maintenir la confiance au sein? Comment est-ce que le technicien peut justement réussir à maintenir la confiance au sein de son équipe? Bon, il faut déjà dire que tout ce qui se passe ainsi est extrêmement regrettable parce qu'avant le début d'une compétition, les techniciens ont à leur... ils font toute une planification par rapport à tout ce qui va se passer notamment au niveau de la préparation. Donc, non seulement les entraînements sur le terrain, mais également le déroulement et tout ce qui va suivre. Donc, quand il y a des désagréments de ce genre-là, quoi qu'on dise, ça affecte un tout petit, ça peut affecter les athlètes sur le terrain. On sait que les 4 facteurs majeurs de la performance sportive, c'est le facteur technique, le facteur tactique, le facteur athlétique ou physique et le facteur mental, donc psychologique et mental. Donc ce dernier facteur-là, il est souvent impacté par ce genre de choses. Donc maintenant, il appartient au staff technique. Les encadreurs sont de plus en plus formés sur le sujet. Donc il appartient au staff technique de pouvoir maintenir les joueurs en bon état pour qu'il n'y ait pas dispersion. Et maintenant, au niveau du Cameroun, ça ne se fait pas encore, mais sous d'autres cieux, il y a de plus en plus de préparateurs mentaux, des spécialistes en préparation psychologique et mentale qui peuvent donc permettre de juguler certaines choses, même de travailler en amont pour qu'on évite certaines déperditions. Nous ici, en même temps, on est technicien et donc spécialiste de la performance en tant qu'entraîneur, mais en même temps on doit faire également ce travail sur le plan psychologique, surtout sur le plan mental. Et donc en général on va reparler. Même si peut-être vous n'êtes pas spécialement formé en matière de psychologie de sport. Oui, pour ceux qui ne le sont pas. Mais de plus en plus il y a comme par exemple il y a le cabinet TNN Consulting du docteur
dans Sestinke qui fait des masterclass, non seulement en préparation physique, mais également en préparation mentale. Et il fait en général le tour des 10 régions et de plus en plus des techniciens s'y forment. Et d'ailleurs, beaucoup d'entraîneurs beaucoup de techniciens qui ont été nommés dans les sélections ces derniers temps on fait ces masterclass, donc, puisque nous y assistons et nous y participons également. Donc là, sur le terrain, les entraîneurs vont donc faire ce travail pour que les athlètes soient préservés de tout ce qui est hors de leur activité réelle, c'est-à-dire le match sur le terrain ou bien la compétition. Avec cette défaite des Lions U23, puisque vous êtes plus porté vers le foot, coach, le Cameroun qui tombe face à la Turquie, 2 buts contre 3. Bon, c'est vrai qu'on ne maîtrise pas le règlement de la compétition, mais le simple fait déjà qu'on ait été absent au premier match, c'est un gros handicap. Dans la plupart des compétitions internationales, lorsque vous avez perdu déjà un match par forfait, vous ne pouvez plus vous qualifier. C'est-à-dire le forfait est la plus grande défaite qu'on puisse avoir. Bon, maintenant, on ne sait pas ce que la commission d'homologation de discipline dira par rapport à ce match pour lequel le Cameroun a été absent. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que dans la plupart des grands tournois, il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour rejouer les matchs. Donc la plupart du temps, les matchs sont au fur et à mesure comme ça pour qu'on puisse continuer. Maintenant, le Cameroun a donc dû jouer ce deuxième match face à la Turquie aujourd'hui, match qu'il a perdu par 2 buts contre 3. Bon, il va rester un match contre le Sénégal. Il faudra probablement le gagner. Ce que je vais dire, c'est que toutes les équipes ne vont pas en compétition avec les mêmes objectifs. Peut-être qu'au départ, le Cameroun aurait eu des ambitions légitimes, peut-être pour essayer de remporter le trophée, mais avec les couacs, disons comme ça, entre guillemets, du premier match, peut-être les ambitions ont très probablement dû être révisées à la baisse. Et aujourd'hui, on essaie donc peut-être de sauver plutôt notre honneur. Oui, peut-être docteur voulait ajouter quelque chose. Oui, Bill développe une théorie des performances, mais je crois qu'on est là sur un retard, sur un phénomène récurrent. Et je parle sous le contrôle de Fernand. Il y a un épiphénomène récurrent qui dure depuis des années, où ça concerne l'ensemble des délégations sportives au Cameroun, c'est la confection des listes. Quand il y a une compétition, vraiment, le plus difficile, lorsque les équipes se déplacent, parfois ce n'est pas l'argent, mais c'est qui part. Donc la bataille des listes prend tellement d'énergie. Non, ça c'est vrai. Et la bataille des listes de qui part et qui ne part pas prend tellement d'énergie. Et je crois qu'à un certain moment donné, l'entraîneur devait envoyer au ministère, qui devait envoyer à la primature, qui devait envoyer à la présidente. Donc les listes, ce mouvement des listes prend tellement de temps que les responsables administratifs, même en charge de l'organisation de la compétition, ils vous disent non, on attend les listes. C'est vrai que pour certaines disciplines, c'est de mieux en mieux géré, c'est mieux en mieux anticipé. Le dernier voyage des Lions, lorsqu'elles sont 25 en stage, une trentaine, c'est pas tout le monde qui va partir, mais la vice-présidente prend sur elle de faire réserver tout le monde, comme ça au moins on n'a pas de problème. Et au moment où la liste sort, toutes les joueuses concernées par le match, celles qui sont retenues, restent avec le visa et vont leur billet d'avion. Mais au moins, ce n'est pas à ce moment-là que le processus de demande de visa est déclenché. Et quand Fernand relève tout à l'heure, si c'est probable, possiblement aussi le problème d'obtention de visa, il n'est pas exclu que le phénomène des listes soit encore revenu en surface, de savoir qui part et qui ne part pas, parce que certains jeunes de délégation, surtout lorsque c'est l'olympisme, on trouve parfois des gens qui n'ont véritablement rien à voir avec le sport, et ça complique un certain nombre de choses par rapport au départ des délégations. Mais au finish, il y a une question à se poser. Qui n'a jamais été en retard?
En tout cas, sauf que chez nous, c'est devenu un sport. L'autre question qu'on peut également se poser, c'est peut-être tenter de comprendre pourquoi est-ce que les athlètes camerounais s'illustrent de plus en plus par des fugues lors des compétitions internationales. Je disais tantôt, en 2018, déjà en Australie, les Jeux du Commonwealth, souvenez-vous, avaient été également marqués par la fugue de plusieurs athlètes camerounais. Cette année encore, Jeux du Commonwealth à Birmingham, des athlètes ont également fugué. Bon, vous parlez des deux athlètes. Si vous prenez ça en valeur relative, c'est quand même quantité insignifiante. On a dit des athlètes. Parce que vous avez évoqué 2018. Je vais vous conter une histoire. J'étais dans la délégation. Nous sommes allés au championnat du monde de karaté à Goussainville. Il y avait 7 athlètes, parmi lesquels une dame. 6 sont partis et le plus jeune, Etoga, est rentré au Cameroun. Je dis bien 6 sur 7 avaient disparu. Et si je vous compte anecdote, la fille qui était dans la délégation, avec son complice, avait attaché une ficelle sur le doigt et balancé par la fenêtre. Et quand le gars devait arriver le matin, il devait simplement actionner pour qu'elle s'en aille. Et voilà. Donc, fuguer, ça c'est quelque chose, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau chez nous. Très souvent, et cela c'est même des choses que certaines personnes organisent de telle manière que quand l'équipe se déplace, on sait dans la délégation, surtout les entraîneurs, ils savent, ils connaissent dans la délégation des gens qui ont l'intention de rester. Il y a des cas où il y a des entraîneurs, je le dis en connaissance de cause, il y a des entraîneurs qui le savent, qui perçoivent même de l'argent pour organiser la fuite. Je le dis en connaissance de cause. On a une expérience dans ce milieu, on n'a pas commencé hier. Donc, c'est tout à fait normal parce que les conditions de vie localement ne permettent pas à ces enfants de s'exprimer, de devenir non seulement performants, mais de gagner aisément leur vie. Donc, du coup, quand ils arrivent de l'autre côté, ils pensent que en y restant, ils vont trouver le bonheur. Mais ce qu'ils oublient aussi, ceux qui sont partis avant qu'eux ne leur disent pas la vérité, la réalité du terrain. Si on vous compte comment ça se passe de l'autre côté, vous serez obligé de tenter par ici. Et je pense que si nous étions plus ou moins solidaires, je pense qu'on prendrait ces jeunes en charge et qu'on aurait de moins en moins de joueurs, des athlètes qui vont fuguer, qui vont rester à l'étranger. Je suis content de ce que j'apprends aujourd'hui, que d'ici quelques années, c'est une projection, c'est une vision. Les footballeurs, par exemple, pourraient gagner 400 000 francs de salaire. Avec 400 000 francs, je pense que si le niveau de vie n'est pas aussi compliqué qu'aujourd'hui, ils peuvent joindre les deux bouts. Mais toujours est-il dit que si les athlètes restent de l'autre côté, c'est parce que, ils ont une vision, ils pensent qu'en restant de l'autre côté, ils peuvent faire mieux. D'autres ont réussi dans ce sens. Il y a un boxeur au Canada qui est devenu champion du Canada, il a même changé de nationalité. Il y a des footballeurs qui sont partis. Je prends même le cas du président actuel de l'Africa Foot. Lui, il a fugué quand il était à l'école de football de Brassens du Cameroun. Mais il est revenu. Mais non, pas que ça n'avait pas marché. Vous savez, chacun a son destin, chacun a son étoile. Il est revenu pour se relancer. Il est devenu ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais il n'y a pas tous les athlètes ne sont pas des tous les athlètes ne sont pas ceux-là qui sont au Canada et patati patata. Il y a d'autres qui partent qui ne réussissent pas. Je connais des cyclistes qui sont partis qui n'ont pas réussi. Mais toujours est-il dit que le conseil que je donne aux jeunes, c'est d'avoir la foi en ce qu'ils font et d'être positif. Et quand vous êtes positif, il y a des gens qui vous observent. Tout le monde n'est pas aveugle. Il y a des gens qui vous observent et qui peuvent vous encadrer à devenir quelque chose demain. Alors, peut-être, est-ce que c'est la même lecture, Dr Ferdinand Ngor? On va peut-être rappeler en matière de chiffres, lors des JO de Sydney en 2000, on se souvient que le boxeur Bikamba Sakio avait fugué. 2006, au Jeu du Commonwealth en Australie, 9 athlètes camerounais avaient également fugué. 2012, ce sont 7 sportifs qui avaient profité justement des Jeux olympiques de Londres pour fausser compagnie à la délégation camerounaise. Et cette année encore, on parle une fois de plus de fugue. C'est un phénomène qui se répète. Il n'est pas seulement camerounais, on le voit dans d'autres pays.
le véritable problème, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte. Le facteur technique, dans les conditions d'entraînement, les conditions de vie, les moyens financiers, et que, comme le disait Fernand, c'est des opérations qui se préparent. C'est-à-dire que l'athlète sait au départ du Cameroun, avec certaines complicités, qu'il va partir. Aujourd'hui, pour le football, ça devient un peu plus compliqué parce que le Canevas, pour avoir une licence dans un pays, la FIFA a mis beaucoup de garde-fous. Avec le football, c'est extrêmement compliqué maintenant. Mais ce n'est pas la même chose pour les autres disciplines. Ouais. Même s'il y en a des dirigeants, et il y a quelque temps, un dirigeant est venu me voir, il me dit j'ai une tournée, je veux que tu me donnes 9 de tes gamins, et puis bon, quand ils vont arriver en Europe, ils vont se débrouiller. Je lui dis attends, qu'est-ce que tu as Vous avez accepté je peux pas. Le football, ça marche plus. Oui, ça ne marche plus, mais il y a des gens qui sont convaincus que ça peut marcher. Donc, je lui ai dit, ça veut dire quoi, se débrouiller? Il ne m'a pas donné d'explication et puis j'ai cessé toute collaboration avec lui parce que je trouvais qu'il était beaucoup plus dangereux. Et non seulement il était dangereux dans la philosophie que j'ai de mes académies de football, mais il est dangereux pour tout le monde qui l'approche parce que si vous savez que vous allez aller en tournée et l'organisateur même de la tournée au départ du Cameroun vous dit que vous allez vous débrouiller, là ça devient extrêmement, extrêmement compliqué. Ouais. Qu'est-ce que les enfants ont dans la tête? Et Fernand relève un fait important. Ceux qui ont traversé ne disent pas que c'était extrêmement difficile aussi à l'étranger. Il faut voir les travaux qu'ils finissent par faire qui n'ont rien à voir avec le sport qu'ils faisaient avant. Ouais. Si on voit le taux de réussite, ici peut-être un boxeur qui est devenu champion, mais combien partent et combien réussissent et reviennent en ayant véritablement réussi? Très peu. C'est extrêmement difficile partout. Et le facteur économique me semble l'un des facteurs les plus importants parce que les sportifs européens et américains ne vont pas fuguer s'ils viennent à une compétition au Cameroun. C'est plutôt les sportifs camerounais qui fuguent lorsqu'ils vont à l'étranger parce qu'ils se disent que là c'est meilleur. Mais aussi, parfois, il faut tenir en compte parce que lorsque vous discutez avec l'athlète, ils vous disent les conditions de traitement. Vous allez, par exemple, vous gagnez des compétitions. Mais maintenant, pour vous donner des primes, on voit encore que les sportifs sont obligés de faire la queue, soit au ministère, soit devant leur fédération, soit à la primature. Font des marches même parfois. Font des marches pour réclamer ce qui leur a été promis. Donc, c'est tous ces petits facteurs qui, mis ensemble, constituent quand même un mobile non excusable de la fugue. Parce que lorsque la presse y ressort que tel nombre de jeunes ont fugué par rapport aux Jeux de Turquie, les prochaines compétitions, les délégations du Cameroun auront du mal à avoir des visas compte tenu de cette étiquette qui est de fugueur que ces sportifs font porter à notre beau pays. Donc les conséquences peuvent être dramatiques sur les autres. Vous savez qu'il est beaucoup plus, pour ici je prends l'exemple du football, il est beaucoup plus facile pour un Sénégalais d'avoir le visa pour entrer en France que pour un Camerounais. C'est l'attitude, c'est notre comportement qui induit toutes ces difficultés. Donc les fugues, non seulement ne servent à rien chez les footballeurs parce que le processus est clair, vicié. Pour les autres sportifs, je ne vois pas beaucoup qui ont réussi après avoir fugué, qui reviennent et disent non, à telle année j'ai fugué, j'ai réussi. Il y a beaucoup d'échecs, mais comme il y a beaucoup de vendeurs d'illusions aussi, et Fernand connaît des tonnes, Bill aussi, des gens qui vous vendent le rêve, qui vous vendent n'importe quoi une fois là-bas, et les fugueurs, soit dit en passant, ils payent. Ils payent parfois d'importantes sommes d'argent. Donc, c'est un phénomène qu'il faut revoir. Je crois que l'amélioration des conditions de travail et de vie des sportifs
au Cameroun est un élément déterminant dans la lutte contre ce fléau. Tout à fait. Avec vous, coach Billet Tanga, on va peut-être vous demander votre réaction rapidement sur cette autre actualité en rapport avec la Confédération africaine de football, la CAF, qui, souvenez-vous, a condamné les commentaires inacceptables du président de Naples sur les joueurs africains. Et la CAF s'est dit consternée par les propos irresponsables et inacceptables tenus par le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, sur les joueurs africains et la Coupe d'Afrique des Nations, en déclarant publiquement que les joueurs qui signent pour Naples doivent signer une clause de renonciation à la participation à la Coupe d'Afrique des Nations comme condition d'emploi. Les commentaires du président sont susceptibles de tomber sous le coup de l'article 14 du règlement disciplinaire de l'UEFA. La CAF exhorte donc l'UEFA à ouvrir une enquête disciplinaire à son encontre. Comment est-ce que vous, justement, vous avez réagi par rapport à cette sortie du président de Naples, coach? Comme tout sportif qui est avec un véritable sentiment de scandale. Ouais. Quand on a écouté, quand on a lu les propos du président de Naples, ça c'est des choses tout en haut. Je ne sais pas si on peut imaginer, imaginons par exemple, est-ce que ce président, pour une raison ou pour une autre, aurait pu tenir le même langage concernant, par exemple, les joueurs sud-américains? Bon, on va dire que peut-être la Coupe América ne se déroule pas à une période, à la même période que la CAN et autres, mais dire ainsi, c'est manquer totalement de respect à tout un continent. C'est pas simplement aux joueurs en question, mais c'est à tout un continent. Donc les Africains, ils valent rien. Donc il faut peut-être passer auprès de la vie de ce monsieur, peut-être pour comprendre certains, au niveau de son comportement, peut-être même sa vie est privée, peut-être pour comprendre peut-être certains de ses penchants. Là, comment on peut demander à un individu, à un citoyen de ne pas défendre les couleurs de son pays, et en même temps vous allez donc lui demander de défendre les couleurs, d'une équipe. Un athlète, un sportif, qu'est-ce que nous on lui demande souvent? C'est la filiation, aux couleurs, par exemple, du club ou du pays qu'il doit défendre. Donc c'est ça qu'on lui demande. Et vous allez demander, ok, il est peut-être joueur de Naples, il va donc tout naturellement défendre les couleurs de Naples. Et Naples sera quelque chose de fort en lui. De la même manière qu'il devra défendre les couleurs de son pays. À partir du moment où vous êtes en train de lui demander à quelqu'un de ne pas d'avoir de la retenue dans son engagement pour la défense de certaines couleurs, ça veut dire que vous n'attendrez pas de lui qu'il défende avec suffisamment d'engagement les couleurs même de votre équipe. Et là, je disais sur un plan purement technique, mais maintenant, ces déclarations-là, elles doivent, à mon sens, ouvrir la voie à des sanctions, à des enquêtes qui doivent tout naturellement aboutir à des sanctions contre ce président. C'est une insulte. Et d'ailleurs, par exemple, le capitaine sénégalais, qui est aujourd'hui à Chelsea, il a réagi immédiatement. Il a dit que pour rien au monde, qu'aucun président au monde ne peut l'empêcher d'aller défendre les couleurs de son pays. Et Sadio Mané, qui va dire à Sadio Mané de ne pas aller défendre les couleurs de son pays. Et donc, c'est en même temps, lui va se priver. Parce qu'en lui disant, les Africains n'iront donc plus dans son club. Et aujourd'hui, la quasi-totalité des grands clubs au monde ont en leur sein des joueurs africains. Les joueurs africains, ce n'est plus comme il y a 30 ans où les joueurs africains se comptaient vraiment très peu au niveau dans des grands clubs. Aujourd'hui, on va retrouver des joueurs africains dans tous les grands clubs au monde. Vous allez prendre le Real de Madrid qui a gagné la Champions League, vous allez retrouver des joueurs africains. Vous allez prendre le Bayern de Munich, vous allez retrouver des joueurs africains. Vous allez prendre Paris Saint-Germain. Tous les grands clubs, Manchester City, Manchester United, tous les grands clubs aujourd'hui ont des joueurs, des footballeurs africains dont le dire, lui, il ne se rend pas compte que quelque part il va se tirer une balle dans la jambe. Mais simplement ce qu'il est en train de faire, à mon sens, il voudrait inciter d'autres dirigeants de clubs à agir de même. Et en agissant de même, cela va donc tuer
tout ce qui sera organisé sur le continent africain sous l'égide de la CAF. Alors, vous comprenez la sortie de la CAF, justement, par rapport à ces propos, Fernand Nkam? Disons que depuis que le président de Naples a ameuté les acteurs du football africain, j'ai une autre grille de lecture qui s'inspire de mon expérience à la FECAFOOT. Le président de Naples a pleinement raison. Pourquoi? Un seul élément dans une équipe peut être la clé. Je parle devant le coach. Je vais vous donner un exemple. En 1984, Puma Football Club était leader du championnat de la province, à l'époque province, de la province du littoral. Il y avait 2 joueurs clés dans cette équipe. Les frères Omam et Kanabik. À l'époque, on ne pouvait reporter votre match que si vous aviez 3 joueurs à l'équipe nationale. Mais comme Puma n'avait que 2 joueurs, on a continué à jouer le championnat. Puma a décroché et jusqu'aujourd'hui, Puma n'a jamais retrouvé la première division. Voilà les conséquences. Et je dis, le président de Naples, il recrute un joueur, il met des moyens pour qu'il joue dans son équipe. Oui. Ce que la CAF devrait faire en fait, parce que c'est un pavé dans la mare, ce que la CAF doit faire, c'est d'harmoniser son calendrier de manière à ce que les joueurs qui évoluent ailleurs aient le temps pour disputer des compétitions continentales. Voilà ce que je pense. Et ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Il a parlé des pays sud-américains. Oui. Ce problème ne se pose pas avec les Sud-Américains. Pourquoi? Il faut voir comment ils sont organisés. Leur championnat est organisé comment? C'est comme ici au Cameroun maintenant. Avec ce qu'on vient de faire à la Ligue de football de Ligue 1 et 2, aujourd'hui, le Cameroun se retrouve déjà dans la phase de cette harmonisation. On ne peut plus être en retard par rapport aux compétitions internationales. On ne peut plus. Donc je dis, le président de Naples interpelle plutôt les dirigeants du football africain pour qu'ils comprennent la nécessité d'harmoniser leur calendrier. Okay. Et si c'est harmonisé, parce qu'il n'y a aucun contrat, le président de Naples n'a signé aucun engagement pour confirmer ce qu'il a dit. Mais je pense que c'est un appel du pied aux dirigeants du football africain d'organiser leur compétition de manière à être en harmonie avec les autres championnats. Donc, c'est pas la première fois quand même, c'est que le problème des calendriers de la Coupe d'Afrique des Nations se pose. Je crois que les choses sont claires, il y a de l'irrespect pour le continent africain. L'analyse de Fernand, si c'était un épiphénomène, mais la dernière CAN qui a eu lieu au Cameroun, il y a les clubs européens qui ont fait des pressions pour que cette CAN soit annulée. Justement parce qu'au moment où on organise la CAN, leurs compétitions se disputent. Mais contrairement à ce que tu dis, la Copa América a parfois de l'influence sur le début du championnat en Europe, parce que les gens qui participent à cette Copa América reviennent entre 3 et 6 semaines après la fin de la compétition, selon qu'ils sont arrivés en finale ou pas. Donc il y a une perturbation aussi à ce niveau. La compétition ne se joue pas quand il y a effectivement le championnat, mais les saisons, la préparation de la saison, qui est une étape très importante. Et j'ai entendu les journalistes français dire que pour la première fois, le Paris Saint-Germain, depuis une dizaine d'années, a tout l'effectif au début de la préparation. Donc la phase de préparation est aussi importante. Il peut le dire, mais tel qu'il l'a dit, c'est de l'irrespect. Il peut le penser, il paye les joueurs, il faut qu'il respecte tout un continent. Dire que je ne prendrai pas un joueur chez moi, si ce n'est pas l'engagement de ne pas jouer, ça calme. C'est quand même enlever quelque chose aux joueurs. C'est de la menace. Que le calendrier soit harmonisé, tout le monde est d'accord. Mais il y a une façon de le dire. Et une façon de le dire, il le pense en mal. Peut-être qu'il souffre du départ d'un de ses joueurs clés vers un autre club, mais s'il le dit quand le joueur est parti et ça n'affecte plus son club, c'est qu'il y a problème. Parce qu'au moment où il dit que Koulibaly n'est plus à Naples, pourquoi il n'a pas dit quand Koulibaly était à Naples? Là, c'est la question qu'il faut se poser. Si Koulibaly était à Naples et il dit que je vais jouer la prochaine CAN, je ne serai pas là, je comprendrai. Mais Koulibaly, au moment où il le dit, n'est plus à Naples. Ça veut dire que ce monsieur, comme beaucoup d'autres en Europe, ils ont une vision minimaliste du continent africain.
Et c'est de l'irrespect envers tout le football. Et la réaction de la CAF, elle est bonne, mais personnellement, je pense qu'elle ne va pas prospérer puisque l'UEFA était dans la même tendance pour demander à une instance qui a elle-même voulu faire pression pour qu'une compétition, qui peut un jour penser, même dans le rêve le plus fou d'éthylisme, qu'on modifie les dates de l'Euro. On a modifié les dates des championnats pour la Coupe du Monde. Parce qu'on respecte la compétition, mais respectons aussi notre CAN qui, par ordre, c'est eux-mêmes qui le disent, est la 3e compétition sur la planète. Donc, si on ne respecte pas notre CAN, c'est qu'on ne nous respecte pas. Et nous devons nous faire respecter. Et vraiment, Fernand, je suis désolé, mais dire rien à voir avec au moment où il fait une déclaration, n'a pas de joueur africain. Le joueur africain qui était concerné n'est plus dans son équipe. Qu'il fasse cette déclaration. Voilà, peut-être comme Fernand Nkam le disait, il interpelle les dirigeants du football africain d'une manière ou d'une autre. Mais parce que je dis que Koulibaly n'est plus à Naples. Non, il n'est plus à Naples. Voilà. Il est à Chelsea. Mais s'il le dit maintenant, ça veut dire qu'il a souffert à un moment donné de la présence d'un Africain dans son club. Il a souffert de la présence. Et c'est pour ça. Et maintenant, non. Il tire les conséquences du passé qu'il a vécu. Mais dit de cette manière. Aujourd'hui, non, je pense que dans ce qu'il a dit, il n'y a rien. Personnellement, je ne trouve pas quelque chose de blessant. Il a simplement tiré des enseignements du passé. Il dit que désormais, un joueur africain qui vient chez moi, je ne vais pas le libérer. Donc, il y a une clause. Remettons-nous dans le contexte. Il parle. Sa déclaration fait suite à des questions sur le départ de Koulibaly. Il est amer par rapport au départ de Koulibaly qui a refusé de prolonger à Naples. C'est ça le contexte. Oui. Pour le moment, il n'y a pas une compétition. Il n'a pas de joueur pour la prochaine CAN. Donc, il n'a pas cette déclaration à faire. Non, ils doivent le faire. Ou peut-être il a tiré des leçons, comme peut-être nous avons vu comment la dernière CAN, la 33e édition qui s'est disputée au Cameroun, on a vu comment ça a bataillé dur avec les clubs européens. Oui, maintenant, je libérer, donc, il tire des leçons de ça pour dire que désormais, si quelqu'un veut venir chez moi, il faudrait qu'il sache à quoi s'en tenir. Voilà. Je ne vais pas te libérer. Sauf que moi, en tant que promoteur, je forme des enfants pour qu'ils deviennent footballeurs, pour qu'ils rêvent à jouer professionnel. C'est quand même un employé qui s'adresse vous créez ce handicap par rapport à l'origine du footballeur, pour moi, c'est extrêmement grave. Non, c'est vous pas créez un handicap. Non, je comprends pourquoi des gens disent qu'il s'est moqué du continent africain. C'est parce que c'est justement parce que en dehors des Africains, est-ce qu'il y a d'autres continents qui leur posent ces problèmes? Oui, je t'ai donné la preuve que la Copa América perturbe aussi les championnats. Je vais dire quelque chose. Oui, rapidement, coach. Ce qu'il a dit, c'est un manque de respect total. Et d'ailleurs, c'est totalement injuste. Lorsque la Copa América se déroule, nous avons vu, tout le monde a vu celui qui est considéré par la plupart des gens comme le GOAT, c'est-à-dire le Great of All Time, le meilleur joueur de l'histoire du foot, Lionel Messi. Quand il finit la Copa América avec l'Argentine, il vient à Paris. Quand il arrive à Paris, il ne peut pas travailler. Paris n'a pas Lionel Messi. On aurait dit que c'est une copie pâle qu'on a envoyée à Paris. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais eu le temps de se préparer normalement. Donc, cela a impacté, sa participation à la Copa América a impacté fortement sur ses performances en club. Et là, qu'est-ce qu'on va donc dire? Si lui, il recrute désormais un joueur sud-américain et qu'il y a la Copa América, il va dire aux joueurs sud-américains quoi? Que vas-y, joue. Mais arrange-toi à te faire éliminer au premier tour parce que si tu arrives en finale, on aura des difficultés. Il peut te dire un tel langage à un joueur pareil. Comment on dit ça? La CAN, c'est 3 semaines, 1 mois. 3 semaines, 1 mois d'indisponibilité. Après, le joueur il revient. Pendant ce temps, il est en compétition. Donc, il est au même niveau. Il y a également que dans la confection des calendriers, il y a la grande trêve qu'on connaît, c'est-à-dire l'intersaison. En général, les championnats finissent au mois de mai et puis ils reprennent en août-septembre. Bien. Et puis, il y a la trêve hivernale. Il y a la trêve hivernale pour la plupart des championnats européens. Et cette trêve hivernale, pourquoi, quand on demande, puisque la CAN se joue, pour le moment, ça se joue en janvier. D'ailleurs, on a dit que ça peut se jouer en janvier, comme ça peut se jouer en juin. En juin, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc, quand ça se joue en janvier, pour des besoins d'harmonisation du calendrier,
pourquoi est-ce que les pays européens ne pourraient pas penser que, mais comme on a des joueurs qui iront probablement à la CAN, au lieu qu'on fasse la trêve d'automne, champion d'automne, cette trêve hivernale-là, qu'on la fasse à cette période. Voilà, pourquoi on ne pourrait pas la faire coïncider avec la période de la CAN? Ça aussi, on n'y a pas pensé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas véritablement de raison, de respect pour la CAF. Et bon, évidemment, on va dire qu'au lieu que 150, j'ai dit n'importe quoi, que 50 pays changent leur façon de fonctionner, il vaut mieux amener juste une confédération à prendre une décision pour changer. Bon, je pense qu'il faut saluer rapidement le président de Naples, parce que là, il a donné du travail aux Africains pour réfléchir et voir. Docteur, pour sortir de cette pause actuelle avec l'UCAF, l'UCAF, on va rappeler, c'est l'Union camerounaise des clubs amateurs de football qui a tenu le 30 juillet dernier son assemblée générale ici même dans la ville de Douala. Occasion justement pour les clubs amateurs membres de l'Union de donner leur position sur ce que vous avez qualifié de velléité de déstabilisation de l'Africa Foot par un groupuscule de Camerounais et leurs alliés. Qu'est-ce que cela signifie? D'ailleurs, vous avez écrit à la FIFA par rapport à ça. Ça veut dire qu'il y a un tapis dans l'ombre des Camerounais qui ne veulent pas que le football marche. En gros, l'UCAF s'est réuni et a constaté, les délégations des 10 régions ont émis dans leurs exposés le fait que c'était inacceptable que certaines personnes soient libres de saisir les tribunaux, mais à l'analyse sur certains des points que nous relevons, par exemple à l'attention de la FIFA, ça fait une douzaine d'années, des centaines de millions dépensés de part et d'autre, sans que ceux qui dépensent cet argent aient des clubs au standing de l'argent dépensé pour les procédures judiciaires. C'est quand même quelque chose d'extrêmement étonnant. Donc, on se dit, ok, vous voulez que le droit soit dit, mais comment? J'ai vu une sortie des éminents acteurs où il dit les procédures en cours ne visent pas et tout. Mais qu'est-ce que cela aurait fait si Eto'o lui avait donné un poste lors des négociations? C'est autant de questions. Ça fait 12 ans, je parle à côté d'un des plus grands formateurs de ce pays. Ça dit qu'un enfant qui était U17, 16 ans, il y a 12 ans, s'il fallait tout arrêter, il traverse toute la formation. Il a 28 ans, pour lui, le football est fini. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses qui doivent être faites à un moment donné. Et football, je crois que foot, c'est pied, et ball, c'est le ballon. Ça se joue d'abord sur le terrain avant d'aller dans le bureau. Et nous relevons par ailleurs que ils parlent d'une douzaine d'années. Et pendant cette douzaine d'années, ils n'ont pas été candidats. Parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas gagner. Tout le monde se bat pour qu'il y ait un comité provisoire, un CPJ, comme ils disent. Tout le monde veut acter un CPJ. Mais les véritables acteurs ont besoin d'un environnement pour le faire. Et nous relevons aussi, par rapport au texte, que pendant la procédure, avant le début de la campagne, les mêmes instances ont été saisies par le candidat Samuel Eto'o-Fils en disant qu'il y a quelque chose de pas bien qui se prépare. Les lettres existent, ont été publiées sur les réseaux sociaux. Donc même sachant que l'environnement était hostile, notre candidat il est allé aux élections, sachant pertinemment qu'il a un électorat qui va lui permettre de gagner. Le tout n'est pas d'être dans la crainte pour savoir si l'élection va être annulée ou pas être annulée, parce qu'on reprendrait 10 fois que notre candidat gagnerait 10 fois, ça ce n'est pas un problème. Mais on aurait perdu le temps en procédure et en machin. Et je vous mets au défi, vous dites, il y a une quinzaine de clubs, que ces clubs disent aujourd'hui à quelle compétition depuis 10 ans ils participent. Vous avez des clubs qui n'ont plus de joueurs, mais parce que les noms sont restés, on dit, ok, nous, à l'UCAF, on se dit non, ce n'est pas une situation qui est tolérable. Moi, j'ai eu la chance d'être le secrétaire du comité d'organisation de cette assemblée générale. Je parle en ayant des joueurs qui participent chez les jeunes, chez les filles et chez les seniors aux différentes compétitions. L'ensemble de mes deux structures, c'est environ 150 licences. Et je ne vais pas payer 150 licences et attendre que quelqu'un d'autre donne un verdict pour que je puisse continuer la formation. C'est cet ensemble de choses. Et vous entendez même
des gens se demandaient ce que Samuel Eto'o, est-ce qu'il connaît le football? Quand vous entendez ce genre de déclaration et quand vous savez qui est Samuel Eto'o fils dans le microsome du football mondial et pas seulement en camerounais, vous demandez si c'est autre chose. D'accord. Peut-être Fernand Nkam, rapidement, est-ce que vous comprenez cette démarche de ces clubs amateurs qui ont décidé justement d'écrire à la FIFA? Je suis d'ailleurs très surpris par cette démarche, parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit les clubs amateurs qui saisissent la FIFA, pour une raison simple. Vous savez, la crise que vit l'Africafoot remonte sincèrement dans les années 2009. Et la crise a pris une autre ampleur autour de 2012-2013. Et il faut reconnaître, le président a parlé tout à l'heure sans le nommer, il parlait certainement d'Abdourahmane Amadou. Voilà. Il faudrait reconnaître sincèrement que le combat qu'il mène est juste. Il est juste. Il est juste. Son combat est juste. C'est pour ça que chaque fois, il a eu toujours raison. Et à un moment donné, personnellement, j'ai rencontré toutes les parties pour donner mon avis. Mais je n'ai pas été écouté. Mais je dis, qu'on le veuille ou pas, à chaque fois, il aura raison. Il aura raison. J'ai lu quelque part qu'il s'apprête à saisir le tribunal fédéral suisse au cas où le tribunal arbitral de sport donnerait raison. Page Facebook. Voilà. Et là également, j'attire encore l'attention des acteurs du foot. Le tribunal arbitral du sport, j'ai l'habitude de le dire, ces décisions sont exécutoires dès le prononcé, mais elles ne sont pas contraignantes. D'accord. On va marquer un arrêt obligatoire pour une page de pub. Donc on se retrouve juste après pour poursuivre l'émission. Show me what you got. See, I don't need love, no real love. Come on, rude boy, you better show me what you got. Bom 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 bom. Kikoto arkitoto, arkikoto arkitoto, arkikoto arkitoto. Bom 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 on my knees. My lady do me well, she say, oh yes I do, oh yes I'm on my knees. My lady. Reactor Dark Power. No Limits. Oh yes I do, oh yes. Un produit sous du pays. Voilà, retour en plateau. On va peut-être permettre à Fernand Nkam de terminer ses propos. Oui, j'étais en train de dire que le tribunal arbitral du sport a un inconvénient. C'est que il ne dispose pas il n'a pas de disposition coercitive. Quand ces décisions sont prises, si vous ne les exécutez pas, il faut recourir au tribunal civil pour solliciter les équatures. Ça, c'est trop compliqué. Donc, ça devient une affaire d'État. Donc, les équatures, c'est déjà l'État qui s'implique dans cette affaire. Le tribunal fédéral suisse a aussi un autre inconvénient. Les questions de sport ne sont pas une priorité au tribunal fédéral suisse. Donc, ça prendra du temps pour aboutir. Face à cette situation, je reviens maintenant à la démarche de l'UCAF, à savoir que en 7 mois, nous avons pu voir ce que le président Samuel Eto'o fils a réalisé et son équipe ont réalisé. Et je pense que sincèrement, au lieu de perdre du temps, de l'argent et tout ça, il vaut mieux lui accorder un certain crédit pour voir jusqu'où il peut amener ce football-là. Aucune œuvre humaine ne peut être parfaite. Il y a des choses que son équipe, sur le plan managérial, il y a des reproches à lui faire. Mais sinon, sur le plan purement sportif, les résultats sont là. Le public retrouve les gradins. Les équipes rêvent désormais, parce que j'ai vu la subvention, elle est de 48. Vous avez annoncé 48 millions. On va en parler dans un court instant. Récemment, on avait perçu 29 millions. Et je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs sur le fait que je ne crois pas beaucoup à ces gens de l'UCAC. Parce que avant qu'on arrive à ce stade, il n'était pas le principal soutien de Samuel Eto'o. Nous avions craint à un moment donné que les problèmes de Samuel Eto'o viendraient de l'UCAF, à savoir que les équipes amateurs avaient l'impression que Samuel Eto'o s'occupait beaucoup plus des équipes professionnelles et menaçait même de paralyser l'activité de l'Africafoot. C'est pour ça que je dis, quand je me réfère à la création
parce que l'UCAF fait partie des transfuges de la CPD que nous avons créée. À cette époque-là, quand j'avais initié la grève, il y a des équipes qui avaient dit non, qui étaient de connivence avec la FECAFOOT. C'est le même phénomène que j'observe aujourd'hui. Il y a des équipes qui suivent, mais d'autres sont là-dedans. Je ne sais pas comment qualifier leur comportement, mais toujours est-il dit que l'UCAF a saisi la FIFA. Je dis que ce n'est pas sincère. Il faudrait attendre pour savoir jusqu'où la démarche de l'UCAF peut arriver. Est-ce qu'il y a du nouveau quand même par rapport à ça, une réaction de la FIFA? L'UCAF n'expose pas ses activités comme le feraient certaines associations pour ses publicités. Il y a un certain nombre d'activités qui sont menées, on n'a pas besoin de faire la publicité, des correspondances qui sont faites en temps et heure lorsque l'UCAF doit agir. Donc, moi je suis un peu gêné quand Fernand dit qu'il ne revenait pas à l'UCAF d'écrire à la FIFA. L'UCAF a fait une assemblée générale. Il y a des points qui sont soulevés dans le procès verbal, notamment les problèmes de licence, le problème d'indemnité de formation. C'est tous ces problèmes qui sont portés à la connaissance de la FECAFOOT et de la FIFA, avec un ensemble particulier sur notre membre. Donc si vous nous retirez le droit de défendre notre membre, là je dis qu'il y a un problème. Si nous avons des difficultés à avoir des licences et nous ne devons pas l'exprimer, ça, il y a un problème. Il y a un problème de formation des formateurs. Il y a beaucoup de problèmes qui ont été relevés lors de l'Assemblée générale. Mais tout le monde se focalise sur la résolution qui soutient le membre Samuel Eto'o. Non, c'était l'un des points. Donc, et avant d'avoir ce jugement, il aurait été beaucoup plus opportun de parcourir l'ensemble du procès verbal de l'Assemblée générale, qui, selon nos textes, c'est 7 représentants par région, et je vous assure, on aurait dit 20 représentants par région, on aurait 20 représentants par région. Et je sais de quoi je parle. Donc, l'Assemblée générale, c'est 70 personnes, et dans les régions, il y a eu des élections, il y a une procédure de désignation des membres. Nous n'avons pas besoin de venir le crier sur les chaînes de télévision, sur le plateau, parce que le football ne se fait pas comme ça. Du moins, nous ne pensons pas que c'est comme ça. Donc, et je crois la lettre a été envoyée à la FIFA, la lettre de transmission du procès verbal a été envoyée à la FIFA le 3 août, mais il ne me semble pas que nous ayons inondé les réseaux sociaux avec ces lettres pour dire voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous avons fait. Donc, il y a des choses, il y a comme le bureau exécutif qui va se réunir d'ici la fin du mois, comme promis à l'Assemblée générale. On écrira aux intéressés, ils viendront, on va se réunir. Mais maintenant, Fernand, lui, il embrasse très bien les décisions qui sont prises au TAS et au tribunal arbitral suisse. Ok, je suis d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'une décision est prise par un organe juridictionnel que le droit a été dit et que la vérité a été établie. Nous avons dans tous les pays du monde, il arrive que des innocents soient en prison et c'est des juges et des avocats qui ont pris cette décision. Nous avons vu dans ce pays, Fernand, des décisions de justice avant d'être communiquées, notamment celle de la CCA, avant d'être communiquées aux partis, sont déjà publiées sur les réseaux sociaux, à n'importe quelle heure. Donc, je ne sais pas si c'est correct. Nous avons vu dans cette ville de Douala, un sous-préfet, celui de Douala premier d'alors, donner une autorisation pour une réunion à 18h15 et dire à 22h moins 17 qu'il y a des éléments nouveaux, il retire ce qu'il a dit. Qu'est-ce que c'est que ces éléments nouveaux? À quel moment le courrier a été ouvert pour que les éléments soient déposés? Il y a qu'on le veuille ou pas, il y a un dysfonctionnement. Il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre pour dépenser des centaines de millions pour déstabiliser notre football. Je veux bien, et je relève à l'attention de Fernand, tu as été dirigeant à un très haut niveau à la FECAFOOT. Abdourahmane l'a été aussi, sans que cette époque, le football ait été mieux géré qu'il l'est aujourd'hui. Donc ne faisons pas comme si Abdourahmane n'avait jamais travaillé à la Fédération camerounaise de football. Il a travaillé à la Fédération camerounaise de football. Et certains dysfonctionnements qu'on relève aujourd'hui sont nés de cette période où il était déjà à la Fédération camerounaise de football. Or, il ne faut pas penser que parce que les procédures judiciaires sont en cours, il va devenir un super-héros qui va balayer, qui va apporter quelque chose de nouveau, de différent de ce qu'il a fait. Donc, c'est vrai, on le porte à héros parce qu'il est devant les tribunaux. Son équipe, c'est Étoile Filante de Garoua. Pouvez-vous entrer dans le système FIFA Connect et dire combien de licences il a depuis 10 ans?
C'est ça le football. Est-ce que c'est ça le débat aujourd'hui? Je pense que... oui, Avec ta permission, je voudrais demander au président, votre lettre adressée à la FIFA, elle est postérieure ou antérieure aux différentes promesses de l'exécutif actuel de la FECAFOOT? Promesse à qui? Elle est récente, je parle du 3. Non, je parle des promesses de subventions qui passent à 48 millions, etc. Non, elle est postérieure. Elle est postérieure. Nous, on a tenu l'Assemblée générale. Vous comprenez pourquoi Quel rapport? je ne crois pas. À Je ne quoi? crois pas. Vous n'êtes pas sincère vis-à-vis du président de la FECAFOOT. Vous n'êtes pas sincère. Vous avez attendu les promesses pour saisir la FIFA. Pourquoi? Vous aurez dû faire ça avant. Non, justement. Voilà. Les promesses viennent d'être faites. C'est pour ça que je dis vous n'êtes pas sincère. Quand vous aimez quelqu'un, vous l'aidez à avancer. Les promesses vous ont l'aidez été à faites avancer. Je dis quand vous aimez quelqu'un, vous l'aidez à avancer. Vous vous souvenez qu'il a eu des problèmes à vous rallier à sa cause. Mais c'est ce que tu dis. Je dis, c'est ce que tu dis, ça se confirme également. Mais ce n'est pas vrai. Président, ça se confirme également par comment vous avez géré la saison. À chaque fois, il y avait une menace des clubs amateurs. À savoir que le président de la FECAFOOT les a abandonnés. Comment subitement, quel club amateur et dans quelle structure? Tous les clubs amateurs disaient que le président de la FECAFOOT ne pense qu'aux équipes de Ligue 1 et Ligue 2. Ça, c'est connu de tout le monde. Et que subitement, vous devenez... Non, donc vous estimez que l'UCAF aujourd'hui a d'autres... Je suis observateur, je regarde. Non, ça veut dire que là, tu as très mal observé. L'Assemblée générale de l'UCAF a eu lieu le 30 juillet à Douala. Président, les déclarations du président, je suis en train de dire ceci. Pendant que vos championnats se disputaient, est-ce que vous étiez favorable à M. Eto'o? C'est pas favorable à M. Eto'o. Ça veut dire que l'encadrer, le soutenir comme le faisaient les équipes de Ligue 1. Mais comment tu sais qu'on ne le fait pas? Puisque vous plaignez. Vous ne saviez pas déjà, en tant qu'observateur, tu ne savais déjà même pas que l'Assemblée générale de l'UCAF s'est tenue. Non, je dis président, okay. Je dis pendant que les championnats se disputaient, vous aviez déclaré partout haut et fort qu'on vous a abandonné et que vous menacez même d'arrêter. C'est qui? Je dis les clubs amateurs, pas les clubs. Vous m'amenez à tenir un langage qui n'est pas dans le lexique. Les équipes amateurs. Parce que je fais un distinguo entre club et équipe. Les équipes amateurs, les équipes amateurs, les équipes amateurs se sont plaints du fait qu'on s'occupait des clubs de Ligue 1 et 2. Est-ce que, président, vous ne reconnaissez pas ça aujourd'hui? Vraiment, je serais très gêné. C'est pour ça, pour toi. Ouais. Ça veut dire que lorsqu'on se dit que vous avez dépensé 29 millions aux professionnels, pensez aussi à nous, c'est lâcher Samuel? Vous avez menacé. Non. Répondez, c'est oui ou non. Menacé, est-ce que tu as vu une correspondance de menaces? Tu as suivi un mot d'ordre de menace? Heureusement que le président Samuel lui-même a reconnu que la base, c'est le football amateur. Donc, il n'y a pas de question qui puisse l'oublier. En ce moment, ta déclaration est d'accord. Tout à fait on va évoluer. C'est de ça qu'il s'agit. On va évoluer dans cette émission. Merci, messieurs. On a compris que vous n'allez pas avoir forcément le même avis sur ce sujet. On attend peut-être de voir si votre lettre, ça va prospérer au niveau... Vous attendez quoi, justement? Qu'est-ce que vous attendez de la FIFA? Nous transmettons un certain nombre d'informations à la Fédération camerounaise de football et à la FIFA. Oui. Et vous n'attendez rien du tout? Tout le monde Fernand étant observateur, il a dû se rendre compte que le problème des licences cette année a été extrêmement compliqué pour tout le monde, notamment pour les amateurs. Il a été extrêmement difficile. Ça, c'est vrai. Nous relevons ce point. Nous relevons que nos membres ont la difficulté d'avoir des encadreurs qualifiés à la base. Je ne peux pas avoir que des 1000 comme ça là, pour le niveau. Et qu'est-ce que vous attendez justement de la FIFA notamment? Mais nous transmettons l'information et après, étape après étape, nous allons faire des propositions. Par exemple, pour le problème des licences, nous avons des propositions. Pour la formation des formateurs, nous avons des propositions. Et il y aura un suivi, contrairement à ce que Fernand a entendu dire. Nous, peut-être parce qu'il n'a pas lu le PV,
les membres du LUCAF qui sont au comité exécutif, chacun aura la tâche de suivre au moins 1 ou 2 résolutions et on se réunira fréquemment, assez régulièrement, pour voir l'état d'avancement des résolutions. Ce n'est pas des résolutions qui sont en l'air, c'est un travail qui est fait, qui a été fait par les véritables acteurs du football, pas les appelle club ou équipe comme tu veux. C'est pas. Coach Billet Tanga, pour terminer rapidement sur ce sujet. Et puis, je suis quand même étonné. C'est vrai que lorsque j'écoute le docteur, le président, le docteur Ngo Ferdinand, je constate qu'effectivement, qu'il y a d'autres choses en dehors de la lettre, puisque c'est la lettre qui finalement est sortie. Celle qui a été adressée à la FIFA. Donc les résolutions, les propositions par rapport à tout ce qui a été fait concernant les licences, la formation et autres, ça, pour dire vrai, je n'étais pas au courant. Et lorsque je lis cette lettre, pour vous dire vrai, lorsque je lis cette lettre, je suis gêné. Gêné? Oui, pourquoi? je suis gêné. Pourquoi? Parce que je me demande, mais si l'UCAF écrit à la FIFA, c'est pour que la FIFA fasse quoi? C'est la question que je me pose, c'est pour que la FIFA, elle fasse quoi? C'est vrai, il y a des gens qui sont, qui ont engagé des procédures, notamment depuis un certain nombre. Nous, en tant qu'acteurs, on est fatigués de tout cela. On voudrait que ça se joue sur le terrain. Mais en même temps, je dis, ceux qui sont en train de faire ce travail, est-ce qu'ils ont totalement tort? Non, quand je dis est-ce qu'ils ont totalement tort, j'ai peut-être dit, est-ce qu'ils ne sont pas dans leur droit? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'ils ne sont pas dans leur droit? Samuel Eto'o-Fils, c'est une aubaine pour le football camerounais. Mais il a été mal élu. Il faudrait que les gens le reconnaissent. C'est une véritable aubaine pour le football camerounais. Mais quoi qu'il en soit, le CAF dit s'opposer à toute tentative de manœuvre de déstabilisation et contre toute tentative d'annulation des élections à la CAF. Il est normal que Bill soit gêné de lire la lettre qui est adressée à la FIFA parce que lui n'est pas la FIFA. C'est normal qu'il se sente gêné. Est-ce que vous devez saisir la FIFA? Je peux continuer. Ça me rappelle quand j'étais encore. Pourquoi en d'autres circonstances la parole était au coach ici la FIFA et que ça ne pose pas de problème? Une équipe du département de la région qui va saisir directement Yaoundé sans passer par les... La parole est au coach. C'est pas de ça qu'il s'agit. Donc moi, mon sentiment, c'est que si j'ai un conseil à donner, je vais dire arrêtez toutes ces procédures-là. Essayez un peu de vous arranger entre vous. Mais dire qu'on ne tient pas compte des réclamations de ce que... C'est-à-dire des réclamations, il faut faire attention. Est-ce qu'ils n'ont pas qualité pour faire ces réclamations? Maintenant, par rapport aux réclamations, je pense que le gros problème qui s'est posé jusqu'à présent, c'est au niveau de l'adoption des textes. Ça a été au niveau de l'adoption des textes. Et je pense que jusqu'à présent, il y a encore une décision de justice qui a dit que c'était l'Assemblée de 2009 qui devait adopter les textes. Et ce n'est pas cette Assemblée-là qui a adopté les textes. Mais est-ce qu'on doit donc continuer jusqu'à aller à l'annulation des élections? Ça, personne ne voudrait qu'on y arrive. Parce que, encore que, comme d'ailleurs, nous sommes d'ailleurs convaincus que même si on reprend ces élections en l'état actuel, Samuel Eto'o va continuer à gagner. Vous avez, mais pour moi, le mieux serait qu'on s'entende pour que toutes ces procédures-là s'arrêtent et qu'on continue sur le terrain. Parce qu'il a essayé. Comment? C'est faute d'avoir essayé. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment essayé. Là, je dis n'importe quoi parce que je ne suis pas au courant de... On va passer à autre chose. On va passer... Comme il dit, ce n'est pas faute d'avoir pas essayé. On va passer à autre chose, monsieur, question d'évoluer un tout petit peu dans cette émission. On rentre dans la seconde partie de cette émission et puis on va, je disais tantôt, s'intéresser aux différentes mesures annoncées par la Fédération camerounaise de football en rapport avec la prochaine saison sportive. On a compris... il est question de revaloriser la subvention, 48 millions de francs CFA à chaque club de foot professionnel la saison prochaine, 100 millions de francs CFA pour le champion, séminaire de formation à l'endroit des responsables administratifs des clubs, le trophée des champions. On a maintenu également le format de la compétition, donc 2 sous-poules et le coup d'envoi du championnat est annoncé pour le 15 octobre prochain. Il y aura aussi la cérémonie de Ballon d'Or, question
évidemment de primer les meilleurs acteurs de foot. On va peut-être aller au téléphone retrouver Alain Fabien, qui est consultant sportif basé notamment en France. Alain Fabien, bonsoir. Est-ce que vous nous recevez, Alain Fabien? Est-ce que vous m'entendez? Là, nous vous entendons. Bonsoir. Que vous m'entendez? On vous entend très bien. Est-ce que vous nous recevez, vous, à votre niveau? Donc, j'ai bien compris. Je vous reçois. Je pense que j'ai... D'accord. D'accord. Alors, la question était toute simple. Je vais d'abord dire bonsoir là. La question était toute simple, Alain Fabien, par rapport au championnat professionnel. Il y a plusieurs mesures quand même que la fédération a annoncé en fin de semaine dernière lors d'une rencontre avec les présidents de clubs. Vous avez évidemment une grosse expérience dans le foot. Vous regardez beaucoup, vous participez également. En rapport un peu avec ce que vous regardez ailleurs, vous observez ce qui se fait en France, en Angleterre, en Italie, un peu partout, même encore aux États-Unis, où vous allez de temps en temps. Il est question un peu de voir comment est-ce que ça s'organise à ce moment dans ces différents pays-là. Voir aussi si justement les mesures prises par la FECAFOOT peuvent sauver notre football professionnel. Déjà, quelle est la lecture que vous faites par rapport à ces différentes annonces? Je voulais d'abord dire... On a quelques soucis. Vous comprendrez pourquoi j'ai dit bonsoir à la première dame. Parce que je pense que quand une femme accouche, donc ses enfants aient, comme on dit, un meilleur avenir possible. Votre question, elle est très pertinente. Mais votre question, et qui marche et ce qui n'existe pas. Parce que là, on parle d'un Cameroun qui, il y a quelques mois, qui n'existait pas. Les joueurs de football étaient épuisés avec comme une forme de myasthénie, un épuisement du cerveau. De foot, ils avaient même l'impression que la vision était un petit peu rédhibitoire en ce qui concerne le foot. Maintenant, les mesures que M. le président de la Fédération Cameroun de football, Samuel Eto'o, qui va mener, ça va à l'absence totale de ce qu'il n'y avait pas au niveau du Cameroun, pour redonner déjà goût aux Camerounais de pouvoir penser avec les minimums, parce que même ces subventions-là, vous savez très bien qu'on a encore un problème de formation, c'est pour ça. Écoutez, ce n'est pas une injure, hein, c'est un terme drastique en psychosociologie, parce qu'en ce moment, ils n'ont pas encore retrouvé professionnel. C'est pour ça que quand vous avez quelqu'un qui a connu le plus haut niveau, il donne l'onction de pouvoir faire un peu plus de temps, parce qu'il faut beaucoup de commodité, beaucoup de patience et un rayonnement fondamentaliste au niveau de la formation. Ça, c'est une bonne chose. Quand on met la formation, c'est une excellente chose. Quand on met le ballon d'or, c'est pour créer une forme d'attraction. Il peut y encore avoir des joueurs camerounais qui soient efficaces et qui soient mieux vendus au niveau du monde entier. Alors maintenant, la question, si vous me la posez aujourd'hui, je pourrais vous dire non. Il faut organiser exactement l'environnement du football camerounais qui est exécrable. Si on ne le fait pas, attention, et même le président Samuel Eto'o, ce n'est pas un enfant. On va et quand on parle de légitimité populaire de quelqu'un qui a ce qu'on appelle le vrai rêve qu'il est capable de vendre, est-ce que on va peut-être si on n'arrive pas à comprendre ça, d'accord.
On va peut-être revoir quelques conditions sur le plan technique. La liaison n'est pas très très bonne. Peut-être le temps peut-être pour nos invités ici en plateau de nous donner également leur avis. Coach Billet Tanga, par rapport à ces différentes mesures annoncées par la FECAFOOT. Je pense qu'il faut. Qui ne serait pas content de voir ces mesures aboutir? Je pense que tous les. Comment dire, les subventions, tout ce qui est fait, qui sera fait au niveau des formations, le fait de ressusciter les cérémonies de ballon d'or, tout ce que les clubs professionnels, ça c'est des mesures extraordinaires qui sont à saluer et pour lesquelles on doit d'ailleurs applaudir. Maintenant, il y a quand même aussi, c'est-à-dire en dehors de toutes ces mesures qui sont faites, oui. Quand on les regarde, enfin, ce que je veux dire, c'est que quand on les regarde, on constate que ça concerne beaucoup plus le foot professionnel. Que ça concerne beaucoup plus le foot professionnel. Ouais. Et il me semble qu'on doit attendre au moins, je dis au moins, autant pour le football amateur. Peut-être bon, les clubs professionnels sont moins nombreux que les clubs amateurs, mais au moins que le football à la base soit véritablement pris en charge. On ne va pas développer le football uniquement par sa vitrine, par le sommet. Il faudrait qu'il y ait c'est l'option de la fédération, développée par le sommet et puis... Là, je sais parce que ça n'a pas été... Peut-être que sur le plan stratégique, c'est ça qu'on a décidé de faire. Mais le problème, comme le rappelait Franck Capi récemment, oui. Ah bon, c'est parce que s'il le dit, le problème qui se pose, c'est que lorsque vous évoluez, lorsque vous êtes à l'élite, vous voyez, on est en train de faire un travail au niveau de l'élite et qui va faire que beaucoup de gens partent, je vais dire comme ça, peut-être à visiter entre guillemets, donc par une volonté forte d'être à l'élite et de bénéficier de tous ces avantages qu'il y a à l'élite, vont s'organiser, vont faire de bonnes choses pour pouvoir y arriver. Le problème qu'il y a actuellement, c'est que beaucoup de joueurs, par exemple, au niveau de la formation et autres, il y a plein de choses qui ne sont pas bien faites. Les joueurs arrivent à l'élite avec énormément de tard. Les clubs à l'élite, pour être à l'élite, il n'y a pas de véritable filtre, par exemple, pour y être. Et tant qu'un véritable sursaut, tant que de véritables moyens ne seront pas mis à la disposition de la base, il sera difficile de former efficacement des joueurs qu'on aura à utiliser au fur et à mesure à l'élite. Et on va continuer donc ainsi à donner des perfusions à l'élite pour qu'elle puisse continuer. Et nos résultats à l'international, on n'aura pas l'assurance que ces résultats seront bien. À mon sens, il aurait mieux fallu, même si ça allait prendre un certain temps, qu'on travaille beaucoup avec la base pour que le sommet soit plus relevé et que les performances soient meilleures. Bon, maintenant, c'est une stratégie qui a été mise en place, je pense, qui a été réfléchie. On va attendre les résultats. Bon. C'est un peu la même lecture aussi, Fernand Nkam. Disons que j'ai écouté le coach. Je voudrais renchérir pour dire que déjà, cette année, la compétition n'a pas... J'étais un peu inquiet sur le plan physiologique parce que c'était tellement serré. Bon, j'espère qu'en dehors du cas du joueur de Racine Bafoussam, il n'y a pas eu grand-chose. Et puis, Canon qui a décroché pour avoir trop surchargé. Bon, les promesses faites, le président Nga a dit tout à l'heure qu'il y a des dirigeants de clubs qui s'occupent d'autres choses, qui investissent beaucoup d'argent alors que leurs clubs même n'ont pas. Alors je voudrais savoir comment est-ce qu'on va pouvoir financer toutes ces activités-là, parce qu'en ce moment, la FECAFOOT est sur beaucoup de chantiers, de contentieux à gauche, contentieux à droite, le dernier c'est corps sportif, etc. Alors je me demande comment on va pouvoir financer tout ça. Maintenant, comme dit le coach Billet, normalement, on devrait investir à la base. Mais là, maintenant, pour une question de vitrine, on commence par le sommet. Certainement pour que les diffuseurs arrivent et nous aident à vendre notre championnat qui pourrait éventuellement, avec ses recettes, financer la base. Si c'est de la démarche, je pense que c'est une démarche logique. Mais à un moment donné, je me demande, il y a la Coupe du Monde qui arrive avec Obama, 8 milliards, 7 milliards par là. Sans compter au-delà de 10 milliards puisqu'il y aura des revenus publicitaires. Il y a UBA, le président a annoncé 9 milliards. Est-ce que tout ça va suffire pour réaliser son projet? Mais de toute façon,
Je compte sur ce président parce que depuis qu'il est arrivé en décembre dernier, il nous a démontré par plus B que c'était possible si on avait de la volonté, si on avait la foi. Et je pense qu'il faudrait que chacun se mette en mouvement, qu'il y ait une synergie pour l'accompagner. Et comme dit, je ne sais pas si le président chacun, vient, ça veut dire quoi? Les clubs, je dis tous les acteurs, tous ceux ouais. qui tournent autour, il faudrait qu'ils l'accompagnent. Parce que avec ce que nous avons vu en 7 mois, sincèrement, il est en train de bien travailler. Ouais. Le seul reproche que je lui fais de temps en temps, c'est sur le plan managériel. Et en plus, le fait qu'il ne soit pas très absent, il est beaucoup plus dans les avions. Et quand il est là, on sent qu'il y a quelque chose qui change. Docteur Pessinongo. Je fais la synthèse des deux. Bill parle il fallait commencer à la base. Je crois que l'option choisie est de rendre le sommet, qui est l'élite, suffisamment attractif. Ouais. Et je crois que dans son premier propos, Fernand disait, lorsque les salaires atteindront les proportions de 300 000, 400 000, on ne sera plus trop enclin à aller voir ce qui se passe ailleurs. Ouais. Je vous voyais des gens qui dansent simplement parce qu'ils vont aller en Tanzanie toucher 150 000. Alors que sur le plan footballistique, c'est les Tanzaniens qui devaient aspirer à venir au Cameroun. Maintenant, un sommet suffisamment attractif et véritablement attractif, je rejoins l'inquiétude de Fernand, ça veut dire que est-ce que les clubs, les responsables de clubs vont effectivement améliorer les conditions de vie de leurs encadreurs et de leurs joueurs? Parce que le fait de relever cette subvention à ce niveau extrêmement élevé, qui était un rêve impensable d'ailleurs, il y a un certain temps. Est-ce que le relèvement de cette subvention va entraîner une amélioration des conditions de travail des encadreurs et des joueurs? Et je crois que le relèvement du salaire minimum devrait aussi suivre le relèvement de cette subvention. Je pense que la formation est pour moi l'un des volets les plus importants. Je crois qu'il a côtoyé en tant qu'entraîneur chevronné beaucoup de clubs. Recevoir la subvention est la chose la plus aisée. Mais justifier cette subvention est la chose la plus compliquée. La plus compliquée qui soit. Donc, lorsqu'on commence à demander les justifs, il y en a qui perdent le sommeil. Fort heureusement, il y a déjà des bons élèves qui avancent, parce qu'il faut pouvoir se le dire. Ouais. Donc, si vous perdez le sommeil parce que vous n'avez pas... On perd le sommeil, pourquoi? L'argent est parti où parce qu'il faut justifier. Il faut justifier. Ouais, mais le véritable problème, c'est que les présidents de clubs confondent la subvention qui est destinée au paiement des salaires des joueurs et des encadreurs, au fonctionnement de l'équipe. Quand ils prennent cet argent, ils le destinent au fonctionnement, ce qui est anormal. C'est pas pour ça. Et les subventions, et quand vous regardez bien, avant 96, il y avait 0 subvention dans le budget des équipes. Il y avait 0 subvention. La première subvention, c'est en 96, 3 500 000. Et je dis, la subvention ne représente pas quelque chose de très significatif. C'est quelque chose qui peut tourner autour de 10-15% du budget d'une équipe. Une équipe ne peut pas compter sur une subvention pour fonctionner. Et c'est malheureusement le cas aujourd'hui à la Fédération camerounaise de football. C'est quand on attend les subventions. À un moment donné, quand ça n'arrive pas, on menace même d'arrêter le championnat. On ne devrait pas arrêter le championnat parce qu'on n'a pas versé les subventions. Mais là, je partage entièrement le point de vue de Fernand. La subvention devient le budget principal, le budget principal des clubs, alors que ça devrait être un apport secondaire de l'ordre de 10%. Ça veut dire que quelqu'un qui reçoit une subvention de 48 millions devrait avoir un budget général de 250-400 millions. Et la subvention venant en appui. Mais on a l'impression, pour les côtoyer, qu'il y a de mieux en mieux pour, c'est vrai, un nombre très réduit des clubs qui se mettent progressivement
à la page. Mais avec l'avènement de la formation des agents, du suivi de la gestion de cet argent, parce qu'avant, on n'expliquait pas, on ne demandait même pas les justifs, avec tout cet ensemble de mesures qui vont accompagner, je ne pense pas que les clubs iront décharger comme ça 48 millions sans avoir eux-mêmes signé un certain nombre d'engagements en termes de cahier de charges, en termes de responsabilité. Si cet argent et le souhait de nous tous, à la base, va véritablement aux encadreurs, les encadreurs, ce seront de se disperser, se concentrer mieux à leur tâche. Les joueurs, la compétition que Fernand l'a relevé dans son propos, nous avons vu un championnat qui s'achève particulièrement relevé avec des matchs de très très haut niveau. Je crois que les matchs seront de meilleur niveau parce que plus on va réduire l'élite, plus on aura une bonne qualité. Et maintenant, ceux qui forment à la base vont utiliser cette vitrine du championnat pour motiver les enfants, parce qu'il ne faudra pas forcément que le recruteur vienne de l'étranger pour prendre un joueur. On verra bien que ce soit Léopard, que ce soit Dynamo, Canon, Tonnerre, Astre qui viendraient prendre les joueurs au niveau des structures de formation à la base. Et ça, c'est déjà un engouement très fort. Cette plus-value qu'apportera à la Ligue le football d'élite rejaillira forcément sur le football amateur et l'épineux problème qui est le point d'achoppement entre les clubs professionnels et les clubs amateurs devait trouver du moins des débuts de solution. Je parle de la fameuse indemnité de formation qui entraîne énormément des contentieux et qui fait partie des points que nous avons relevés dans notre niveau de l'UCAF. Au niveau de l'UCAF. Et c'est vraiment un cheval de bataille. Donc, on ne s'est pas réunis simplement pour faire une motion de On va retrouver Alain Fabien. On va faire un certain nombre de choses. D'accord. Vous êtes toujours avec nous, j'espère. Vous m'entendez, madame? Oui, nous vous entendons, nous vous écoutons même très bien. Alors, Alain Fabien, en plateau, c'est vrai, tout en appréciant les mesures annoncées. Si vous m'entendez? Vous nous entendez, nous on vous entend. Nous on vous écoute très bien, nous vous écoutons très bien. Un problème apparemment de décalage, il y a aussi ce problème de décalage horaire, c'est assez j'ai entendu beaucoup de choses sur le plateau. Compliqué. Nous vous écoutons. On l'a déjà fait, donc voilà, vous voyez, on ne peut plus tout refaire. Déjà, on a du mal à refaire le championnat camerounais, on ne va pas refaire le monde. Alors, on parlait tout à l'heure, bonsoir à la première dame. Vous savez, quand une maman accouche son enfant, le rêve de chaque... Décidément, je ne sais pas si la maman qui a accouché tous les présidents qui sont passés au niveau de Tinga, est-ce que vous m'entendez? On a quelques soucis à vous écouter. On a quelques soucis à vous écouter ce soir. Est-ce que vous nous recevez? C'est les mêmes soucis que j'avais. Je ne sais pas si vous m'entendez. On va peut-être poursuivre l'émission en plateau ici avec nos invités qui sont là. On va peut-être rappeler aussi le coup d'envoi, les dates importantes données par la Fédération camerounaise de football, à savoir que le coup d'envoi du championnat est prévu pour le 15 octobre et va s'achever en avril 2023. MTN Elite Tour le 29 octobre, la Guinée Super League, ça c'est le foot féminin, va démarrer le 7 novembre et va s'achever le 26 mars 2023. La Coupe du Cameroun sera lancée en mars 2023 et la date de la finale proposée pour le mois de mai 2023. Quant au trophée des champions qui va opposer le champion au vainqueur de la Coupe du Cameroun, c'est prévu le 12 octobre 2022. Cérémonie du Ballon d'Or le même jour. Fernand Nkam, voilà quelques dates quand même précises par rapport au calendrier de la saison prochaine, si on peut le dire ainsi. Oui, il faut remonter dans le temps pour retrouver
une saison qui est annoncée suffisamment tôt. Et je pense que ça, c'est à l'actif de l'exécutif actuel. Et il faudrait simplement que ce soit respecté, comme on l'a vu avec le calendrier, le dernier calendrier, on a joué sous pression. Là maintenant, les entraîneurs auront le temps de pouvoir régler tout ce qu'il faut dans les équipes, parce qu'avec le dernier championnat, ce n'était pas évident. Que vous jouez de 48, vous jouez 2 matchs, vous n'avez pas le temps de faire l'autocritique, vous n'avez pas le temps de corriger ce qui n'a pas marché, et en plus, sur le plan physiologique, ce n'est pas évident de tenir. Bon, maintenant qu'on a un calendrier qui s'étale sur, je crois c'est sur 6 mois, oui. Voilà, c'est largement suffisant pour une compétition à 11, parce qu'il y a deux sous-poules de 11, c'est largement suffisant pour faire du bon travail. Bon, maintenant, quant à la coupe, au trophée Super League, je pense, le conseil que je pourrais donner, il faudrait souvent éviter de faire du copier-coller, parce que les appellations qu'on a là, c'est ce qu'on a entendu déjà ailleurs. Quoi, il faudrait... Ballon d'or, tout ça, il faudrait, pour ma foi... Trophée des champions. Voilà, il faudrait qu'on réfléchisse à donner quelque chose, à donner des noms qui sont des noms pensés localement. Il y a des gens qui ont marqué ce football, qui sont aujourd'hui disparus, il y a d'autres qui sont encore vivants. Il faudrait que ces compétitions portent au moins ces noms-là, de telle manière que demain matin, quand même 10 ans, 3 ans, 50 ans après, qu'on sache que, comme aujourd'hui vous avez le trophée Rimé, il y a des gens qui ne l'ont pas connu. Voilà, moi-même je ne l'ai pas connu, mais je sais que ce fut un grand joueur français. Donc il faudrait que l'on respecte... Donc pour vous, il faut éviter le copier-coller. Oui, il faut éviter le copier-coller. Il faudrait qu'on ressente l'imagination fertile des Camerounais, à savoir qu'on valorise les talents, qu'on valorise ceux qui sont passés avant nous, ceux qui sont encore là. Je vais vous donner un exemple d'un acteur du foot que beaucoup de gens ont tendance à oublier. Vous avez connu, je crois que Bilé le connaît, même Samuel Eto'o le connaît, il s'appelle Mbela. Il nous assistait dans les matchs de handball et de football. Il est malade, mental. Depuis qu'il est malade, on ne le voit plus dans les stades. Et c'est comme ça qu'on l'a vite oublié. Il y a de cela 2 ans, j'avais pensé à Mbela et la FECAFOOT à l'époque, le vice-président de la FECAFOOT, M. Konaté, avait accepté le principe d'encadrer ce monsieur Mbela. Il y a même une société qui était sur le point de l'encadrer. Des gens ont réagi même à l'étranger, je pense à Abel Gidjor depuis les États-Unis, ils avaient encouragé l'initiative. Donc c'est des gens comme ça qu'il ne faudrait pas qu'on oublie. Mbela était un acteur du foot. Il avait ces moments de crise qui permettaient au public de sentir qu'il y avait quelqu'un dans le stade. Mbela, au départ, on le rejetait. Mais quand nous avons fini par comprendre que Mbela avait un souci, dès qu'il prend le ballon, il court, il choisit un camp, il marque son but, il se repose. Pendant tout le reste du match, il est tranquille. Et à la fin du match, il est avec les spectateurs, il participe au mouvement sportif. Donc je dis qu'il faudrait que des gens comme ça, il est malade, certes, mais c'est un acteur du foot. Voilà. Donc je reviens à ce calendrier. Ce calendrier, il est bon parce que nous connaissons les dates de début, nous connaissons les dates de fin. Il est bien vrai que ce qui pose souvent problème, c'est la finale de la Coupe du Cameroun. Mais tel que tout est ficelé, il y a suffisamment du temps pour organiser la Coupe du Cameroun. Ça, au moins, je pense qu'il faudrait qu'on ne revienne pas en 1990, parce que le désordre du calendrier est parti de la Coupe du Monde de 90. Parce qu'après la Coupe du Monde de 90, on avait fait un exploit inattendu, et du coup, on nous invitait partout, et on était censé aller jouer les matchs amicaux. On avait commencé par Wembley quelques mois après la Coupe, et c'est comme ça, c'est parti, et finalement, on s'est retrouvé embrigadé dans un mouvement qui ne permettait plus de retrouver le calendrier international. Mais si aujourd'hui, avec Eto'o, on a pu régler ce problème, profitons-en pour ne plus retomber dans ces travers-là. Alors, on va, par rapport à ces mesures et surtout les différentes conditions données par la Fédération camerounaise de football au club professionnel pour participer au championnat la saison prochaine. Il y a Dynamo Football Club qui
qui était face à la presse aujourd'hui même dans la ville de Douala. La présidente Audrey Yetna-Chiko est revenue justement sur ces conditions-là de la FECAFOOT et parlait aussi enfin, elle a dit qu'elle avait voulu démissionner, mais apparemment il y a eu un arrangement et elle est restée encore à son poste. On va vous proposer d'écouter un extrait de la conférence de presse de la présidente de Dynamo Football Club de Douala. Je voudrais vous dire que nous sommes le seul club au Cameroun à l'heure actuelle à n'avoir pas perçu les 6 millions de francs prévus pour les clubs, pour la demi-saison qui vient de passer. Hein. Donc cet argent, il est encore à la FECAFOOT. On demande, quand les textes demandent de faire une assemblée générale, c'est sur une année. Il n'y a pas d'assemblée générale qui puisse se faire, c'est sur une saison en fait. Il n'y a pas d'assemblée générale qui puisse se faire sur une demi-saison. C'est une perte de temps inouïe parce que la demi-saison, on va l'engager dans la saison entière qu'on va avoir. Ça va faire une saison et demie de rapport. Et dans la mesure où j'ai écrit à la FECAFOOT dès le départ, je leur ai fait 5 lettres dès que j'ai pris les fonctions pour leur expliquer la situation, que je n'ai aucun document qui puisse me permettre de faire un rapport de la gestion d'avant sur l'argent qu'ils ont donné à la Dynamo. Je leur ai dit également que je n'ai pas encore des papiers qui me permettent d'ouvrir un nouveau compte. Et donc ils peuvent garder cet argent. Je n'en ai pas besoin pour l'instant. Je m'attendais à ce que vous me demandiez, parce que tout le monde se préoccupe plus des choses qui sont faciles à faire. Faire l'assemblée générale, c'est rien du tout. Je peux m'asseoir même seul dans ma chambre, je fais l'assemblée générale. Mais les choses que Samuel a ajoutées, que beaucoup de clubs risquent de ne pas avoir, nous les avons faites avant. C'est-à-dire avoir un siège, avoir voilà, un certain nombre de matériel, des stages, des stades même. Et nous sommes un peu en avance également parce que nous avons gardé 20 joueurs sur ce qu'on avait. Sur nos bras cassés, qui aujourd'hui sont devenus des bras forts qu'on voulait envoyer maintenant jouer la Coupe du Cameroun. Non, là, ils n'étaient pas des bras forts, c'était des tintins. C'est un vice-président qui écrit ça. Hein, que lui ne peut pas aller avec 10 tintins jouer à la Coupe du Cameroun. On a gardé 20, donc on a une avance. On a une certaine avance, il n'y a pas eu de mercato, donc on a une certaine avance. Et on a décidé de rentrer dans les anciennes pratiques de la Dynamo. C'est-à-dire que quoi? On va dans nos régions, déjà pour que les joueurs se remettent avec, en symbiose avec les anciennes, avec les populations. Qu'on va prendre aussi dans ces zones-là, ça veut dire Edea, Ezeka, Makak et Ngambe. Des jeunes. Mais on a déjà commencé également, il vous a dit tout à l'heure que nous, on ne se laisse pas distraire. Hein. On a déjà pratiquement terminé. Mais je vais aller au-delà. C'était quelque chose que personne ne savait. Il y a une deuxième chose qui a été demandée par Samuel dans ses statuts, dans ce qui va être demandé pour cette année, hein, pour cette saison qui arrive. C'est d'avoir une équipe de moins de 17 ans. Alors, pourquoi aller chercher une équipe de moins de 17 ans qu'on va refonder, alors que dans nos régions, par exemple, nous étions l'autre jour à Edea, nous avons AS, qui est une équipe
qui est en régional, mais qui n'a pas de moyens, qui n'a rien, mais qui a des moins de 17 ans. Là-dedans, on a d'ailleurs pris 2. Donc, la convention, nous devons signer une convention avec cette équipe pour que soit respectée cette partie-là. Ensuite, les centres de formation. C'est également une surprise parce que tout ça, c'est parce qu'on est descendu sur le terrain après les Bambombo. On va également faire un centre de formation à EDEA où il y a déjà un terrain. Ce sont les zones, ce sont les choses qu'on demande, ce sont les choses les plus simples. Ça, c'est pour les 2 premières phases de votre question. Maintenant, est-ce que je vais rester? Quand j'arrivais ici ce matin, moi je suis russophone, je dis la vérité. Quand j'arrivais ici ce matin, c'était pour dire que je quitte la Dynamo. Mais je vous assure que ces gens-ci m'ont embrigadé, m'ont emprisonné même dans le bureau. Et les pères m'ont appelé, tout le monde. Et j'ai regardé, c'est surtout ces enfants-là. Jusqu'à ce que je m'asseye ici, je n'étais pas sûr que je n'allais pas le dire, jusqu'à ce que je vois M. Modibo entrer. Ce type, Narcisse Oum, m'a pratiquement pris en otage. Je vais continuer avec la Dynamo parce que sans moi, aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai donné beaucoup trop d'espoir à ces enfants. J'ai donné beaucoup trop d'espoir au peuple. Juste au point où les Bambombo et les Bampépé nous ont donné leur aval de continuer. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui de laisser quelques personnes qui ont échoué, il faut le dire, quelques personnes qui ont échoué lamentablement dans la Dynamo, me faire changer d'avis pour leur propre plaisir. S'ils veulent me rencontrer, ils n'ont pas à me convoquer. Même dans les statuts, le conseil des sages, même quand il existe, d'abord je ne l'ai pas encore fait, ils n'ont pas à me convoquer. C'est moi qui dois aller vers le conseil des sages pour prendre des conseils. Quand ils disent que je n'écoute personne, quand j'ai un problème, j'appelle M. Modibo. Quand j'ai un problème, j'ai des aînés que j'appelle. Mais il y a d'autres qui sont catastrophiques, je ne peux pas les appeler. Je suis désolée. C'est un extrait, je précise bien, c'est un extrait de la conférence de presse de la présidente de Dynamo Football Club de Douala, donnée ce jour même dans la ville de Douala. Vous l'avez sans doute écouté sur ces conditions exigées par la Fédération camerounaise de football pour prendre part au prochain championnat. Elle a aussi donné les motifs, les raisons pour lesquelles elle a failli démissionner de son poste de présidente. Bon, mais elle n'a pas fait, elle est toujours là. Je vous ai vu beaucoup sourire, Fernand Nenkam, à l'écouter. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous amuse un tout petit peu dans sa réaction? Ce qui me fait rire, c'est la fin. Lorsqu'elle parle de certains dirigeants qui ont des comportements voilà, au point où elle parle de catastrophe. Je peux évangéliser le courroux de madame, parce que pour des expériences que j'ai vécues dans de nombreux clubs, et je dis que cette dame, elle est très forte. Elle est très forte. Et dans l'équipe de Dynamo, il y a aussi des hommes très forts là-bas. Donc, il faudrait simplement que, je dis toujours, et ça c'est une suggestion que j'ai faite depuis, je crois, 1985-86, à savoir que tous ceux qui tournent autour des disciplines sportives doivent être formés, en commençant par les journalistes, les dirigeants
et même le public. Et quand vous êtes formé, il y a un chapitre dans la formation qui porte sur le fair play. Le fair play veut dire simplement le respect. Et quand vous n'êtes pas capable de vous respecter, vous ne pouvez pas respecter l'autre. Donc il faut le respect de soi, le respect de l'autre, le respect des acteurs, le respect des joueurs, des arbitres et du public. Et ce qui se passe dans la Dynamo, avec tout ce que nous écoutons, Madame a besoin qu'on lui accorde, c'est quand même une dame, il faudrait qu'on la respecte et qu'on sache qu'elle a une responsabilité lourde à assumer et qu'elle assume déjà. La preuve, elle veut partir, il y a des gens qui la retiennent, oui. Et ça c'est un bon signe, ça veut dire que c'est pas un mauvais dirigeant. Et quelque chose m'a marqué également chez cette dame. Il y a 6 millions que la FECAFOOT devrait reverser à Dynamo. Elle dit à la FECAFOOT, pour l'instant je n'en ai pas besoin. Ça c'est rare dans le milieu du sport. Ça c'est rare. Et quand ça vient d'une dame, ça veut dire que l'exemple peut venir des dames. Il faudrait que les hommes copient cet exemple. Il y a des gens, des dirigeants de clubs ici, tant qu'on n'a pas versé la subvention, cette subvention depuis 1996, ils sont capables de dire on ne joue pas. Mais cette dame, elle rejette, elle dit attendez d'abord, je vous donnerai le signal pour m'envoyer les 6 millions. Je ne sais pas si à ce moment, elle a déjà reçu les 6 millions. Et elle demande également au comité de sages. L'interview s'est faite aujourd'hui. Hein, comment l'interview s'est faite la conférence de presse. Voilà. La conférence de presse. Ouais. Alors, et ce qui m'a plu également chez cette dame, c'est le fait que, pas qu'elle recadre le conseil de sages, c'est des patriarches, on ne recadre pas le conseil de sages. Elle attire simplement l'attention des membres du conseil de sages, que quand j'ai un problème, je viendrai vers vous. Mais souffrez que je continue de gérer l'équipe. Parce que je suis sur le terrain avec ces enfants tous les jours, avec les dirigeants, avec les encadreurs. Je sais ce qu'ils ont comme problème. Je connais les difficultés que l'équipe endure. Par conséquent, attendez, le moment venu, je viendrai vers vous. Voilà comment j'ai interprété la sortie de cette dame. Et je lui tire chapeau. Et chapeau également à mon petit frère Oum, Narcisse, parce qu'elle a cité Oum. Parce que Oum, c'est le genre, quand Oum veut, il s'y met. Je connais assez bien la personne. Voilà, la personne. Dr Fedidango. Je manquerai un peu d'opposition de Dynamo. Parce que je suis des rares personnes, je crois qu'il y a beaucoup plus, je dirais, mais il y a sûrement beaucoup de personnes qu'elle a consultées. Sur le plan de la couverture de la prise en charge médicale de ces joueurs, j'ai travaillé avec elle, j'ai travaillé avec ses équipes, avec son kiné. Elle a une vision de la prise en charge médicale qui est véritablement professionnelle. Hein. Parce qu'elle est venue demander conseil. On ne se connaissait pas, on se retrouvait au cours d'un match au stade annexe. Et on lui a dit, ben voilà, le médecin a dit, ah ben tiens, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux. On s'est retrouvés plus tard, on a formalisé un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, je crois avant-hier, il y a un de ces joueurs cadres qui a fait un accident au ballon, qui s'est fracturé le péroné. Et ce joueur a été entièrement pris en charge, on a fait les radios, on a tout fait. Et aujourd'hui, nous avons procédé à la pose du plâtre au frais entier de la Dynamo, alors que ce n'était pas... Donc je manquerai d'objectivité par rapport à un certain nombre de choses. Mais je suis là. Son franc-parler un peu choqué, mais elle a une vision. Elle a une vision que beaucoup d'hommes n'ont pas de leur club. Et je pense que si elle a voulu démissionner, je crois que c'est beaucoup plus parce qu'il y avait de l'incompréhension par rapport à ce qu'elle a envie de faire, de ce qu'elle a envie d'implémenter. Et je relève comme Fernand que le fait d'avoir pas pris les 6 millions, parce que généralement dans les clubs de canton, l'arrivée des subventions entraîne très souvent des divisions par rapport même les gens qui ne mettent pas l'argent dans le club, dès que la subvention arrive, ils veulent savoir comment la subvention a été utilisée. Donc je crois qu'elle se met un ton au-dessus d'un certain nombre de choses, mais elle a une vision, et puis je crois que
le conseil des sages, tout le monde autour d'elle gagnerait à la laisser faire, quitte à la juger sur son œuvre et pas simplement sur les intentions des uns et des autres. Mais objectivement, je manquerais d'objectif. Peut-être quelqu'un qui doit être objectif, c'est le coach Bilé Tanga, qui connaît très bien ce club, Dynamo Football Club oui, de Douala. Je connais le club. Pour y avoir exercé comme manager général donc pendant un certain nombre d'années, donc je connais suffisamment le club. Et lorsque j'écoute la présidente, lorsque je la vois, je dis waouh, ça c'est une dame, hein. Elle est probablement une dame de fer, donc c'est peut-être le genre de dirigeant qu'il faut actuellement peut-être au club à la Dynamo pour pouvoir avancer. Je pense qu'elle parle avec beaucoup de conviction et je pense du moins à l'entendre, je sens que c'est une dame qui est suffisamment engagée pour le bien de son club. Maintenant, il faudrait peut-être qu'elle se fasse un tout petit peu coacher parce que quand on gère une équipe comme la Dynamo, il faut avoir une capacité, il faut développer de grandes capacités à encaisser. Donc ça, sera quelque chose d'important. Encaisser quoi? Oui, parce que là, les coups bas. Encaisser des coups. D'accord. Encaisser les coups, pas forcément des coups bas, mais il faut avoir une capacité à encaisser des coups. Parce que, vous savez, nous connaissons nos frères et c'est des passionnés. C'est pas toujours pour le dire, c'est pas toujours des adeptes du tout va bien, on laisse tout couler et tout. Donc parfois il peut y avoir quelques conflits qu'elle doit pouvoir gérer à certains moments avec poigne, mais bien souvent avec diplomatie également. Et l'un des conseils que je pourrais donner, c'est qu'on la laisse travailler, qu'on lui permette de travailler. Parce que si, à un moment, elle a pensé démissionner, je suppose qu'elle a dû subir des pressions probablement auxquelles elle n'était pas préparée. Elle ne s'y attendait pas. Voilà pourquoi elle dit peut-être qu'elle a besoin de se faire un tout petit peu coacher dans le sens où, pendant que vous êtes en train de gérer, il faut vous attendre. Donc, c'est parce qu'elle a dû être surprise. Et elle dit, wow, non, dans ces conditions-là, je ne peux pas continuer. Non, on a dû dire non. Mais je pense a été élue il y a quelques mois seulement. Oui, le président comme Modimbo qu'elle a cité, le président Malabo aussi que j'ai vu en image, et d'autres qui sont là, Oumna Assis d'ailleurs, qui apparemment couvre aussi l'événement, c'est des gens qui peuvent lui être très impliqué. De grands conseils, mais en même temps qu'on essaie de la protéger. Donc avec qu'on fasse un petit bouclier autour d'elle afin qu'elle soit préservée de certaines choses. Non, si on comprend quand même bien, peut-être pour terminer, on est en fin d'émission, elle a entre autres parlé de certains éléments que le club possède déjà par rapport à ces conditions-là que la FECAFOOT... Par exemple, un siège avec ce que j'entends, un siège avec secrétaire et prise en charge. Et on a parlé de la prise en charge médicale. Au Cameroun, il faut le dire, hein, c'est presque inédit. C'est-à-dire de voir que, parce que la Dynamo a fini sa saison. Et un joueur qui se fait mal, dans sa vie quotidienne, ça n'a rien à voir avec le club. Il fait un accident, il y a fracture, mais le club prend le joueur entièrement en charge. Au Cameroun, c'est quelque chose de pratiquement inédit dans notre fonctionnement. Mais ça a été fait totalement aux frais de la Dynamo. Je m'en tiens au témoignage du docteur Ngo. Donc je pense que c'est déjà une dame de cœur. Et quand on l'a entendu parler plusieurs fois, elle a dit pour ses enfants, c'est-à-dire elle a donné beaucoup d'espoir. Et quitter le navire, ce serait les abandonner par rapport. Donc au moins il y a déjà ce volet. Je pense qu'il y en a d'autres. Elle a également parlé d'un partenariat qui a été créé avec un club, je crois une académie, quelque chose comme ça, oui, pour... Comment? Aidea, oui, pour remplir certaines conditions, notamment la création d'une structure jeune de U17 au sein de clubs de clubs d'élite. Maintenant, je ne sais pas très bien si c'est vraiment potable. Bon, peut-être que... Ça fait partie des conditions que demande la Fédération camerounaise de football. Oui, est-ce que dans ces conditions-là, il est permis de créer un partenariat plutôt avec une académie ou bien d'en créer une au sein du club? Ça, je sais pas vraiment. Je ne veux pas totalement me prononcer. Mais il y a une vision, c'est-à-dire elle a dit
Mais tiens, ça va permettre que cela se fasse. Et comme il y a 5 millions qui vont arriver pour aider à la création, c'est-à-dire à l'entretien, à l'encadrement de cette académie, quand on en voit parler, on peut supposer qu'au moins une grande partie de cette subvention-là ira donc pour aider au développement de ces jeunes. Alors, on va peut-être sortir, Fernand Nkam, ces équipes jeunes. Les clubs devraient avoir des équipes jeunes à rappeler la FECAFOOT. Bon, disons que pour ma part, je pense que la FECAFOOT a trop embrassé à la fois. Oui, Ça fait beaucoup. Il faudrait qu'il y ait une phase où je pense qu'on a trop embrassé à la fois. Et bon, on va voir ce qui va se passer. Mais sinon, je voudrais revenir à ce que Madame la Présidente a dit et qui les clubs de canton ont fait long feu dans ce pays. Voilà. Et quand elle parle elle a cité un certain nombre de villes où on pourrait aller chercher les talents en herbe. C'est essentiellement des villes de la région, disons, Bassa. Du pays Bassa. Oui. Donc, il faudrait que Madame se souvienne que la Dynamo a eu à un moment donné même un capitaine qui n'était pas Bassa. Il y a même des joueurs comme Bami qui n'étaient pas Bassa. Donc il faudrait que la prospection se fasse dans beaucoup d'autres régions. Et pour cette dame, si on veut lui proposer des joueurs, il faudrait que ce soit des enfants qui sont bien élevés. Parce que dans le monde du foot, ce n'est pas tous les jours que vous allez rencontrer des joueurs disciplinés et tout. Je partage là l'expérience de M. Samé Minko avec Océan de Kribi. Quand vous n'étiez pas discipliné, il était capable de déchirer votre licence pour que vous partiez. Donc, cette dame, elle a besoin des enfants bien éduqués pour faire un bon chemin. D'accord. Merci bien, Fernand Nenka. Merci, Dr Ferdinand Ngo, d'être venu ce soir. Martin Biletanga, merci d'avoir effectué le déplacement. Enfin. Une fois, le fait de signer des partenariats avec les clubs, c'est pour améliorer la qualité de sa détection. C'est-à-dire que en formation, la détection, c'est quelque chose de très important. Implémenter, il faut simplement espérer que ça aille au-delà de la zone Bassa, comme relevé vraiment. Mais je crois que par eux-mêmes, je crois que faire la détection niveau brasserie, niveau un certain nombre de structures, c'est très compliqué. Et avoir des clubs satellites pour le faire, je crois que c'est plutôt bien pensé. Des clubs satellites, d'accord. Merci, docteur, pour cette précision. Merci à toute l'équipe technique réunie autour d'Adonis Yamen, Zipierre, Mébel au maquillage, amis sportifs. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.